Salut à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro du Bisport. On est très heureux, comme à chaque fois, d'être avec vous sur l'ensemble de nos plateformes, sur YouTube, mais également en podcast sur Spotify et Deezer en tapant LBS FM. Émission spéciale, débrief de la finale de la Ligue des Champions après le magnifique succès du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, un succès que l'on a vécu ensemble et déjà je tenais à vous remercier. Vous étiez plus de 17 000 sur les lives, que ce soit sur Facebook et sur YouTube, cumulé plus de 17 000 personnes, donc un grand merci à vous. On a vécu cette superbe soirée ensemble et je tenais déjà à vous remercier. Pour ma compagnie, 17 000. C'est incroyable. Ouais, énorme. 17 000. Oui, c'est le record. C'est le record. On est et de loin, et de très loin. Alors, on a fait de très bons chiffres cette année dans les matchs commentés. On était en moyenne entre 9 000, 8 9 000 personnes. Voilà, Même ça, sur c'est les... beaucoup. C'est énorme, c'est énorme. Ah non, mais t'es un historique, après, tu sais, on partait sur des lives à 100 personnes. D'où on part, tu Donc vois, oui, forcément. mais c'est quoi la plus grosse affluence? Facebook. C'est Facebook. Oui, de très loin. Facebook, on est à combien? On est à 17 000. Ah ouais, 17 000 que sur Facebook. Que sur Facebook. Ah, je crois que c'était en cumulé. Non, après c'est YouTube, on n'était pas... Pour l'instant, on n'arrive pas encore à avoir notre audience sur YouTube. Sur YouTube, mais en tout cas sur Facebook, vous êtes vraiment là. Ouais. Vous êtes très réguliers. Et ouais, samedi soir, c'était vraiment le feu. Et on tenait déjà à vous remercier pour ce soir, mais pas que pour ce soir. Pour l'ensemble de cette saison, vu que la saison est terminée maintenant, on peut faire le bilan. On a commenté beaucoup de matchs de Ligue des Champions et vous avez été présents tout au long de la saison. Donc un grand merci à vous, suiveurs sur merci beaucoup, sur merci Facebook. de nous suivre. Ça fait plaisir. Sans vous, on n'existe pas. Exactement. Et les lives ont moins de saveur. C'est ça, exactement. C'est toujours bien de se sentir vu. C'est toujours cool. Je vous présente les gars, donc Ismaël qui est avec moi ce soir, l'historique du Bisport. J'aime bien le répéter à chaque fois parce que... Ça me rajeunit pas. Ouais, non, 10 ans. Il y a pas longtemps. Ça te fait quel âge? Ça me fait 34. Ouf. Oh là là. J'ai dépassé l'âge de Jésus-Christ, ça y est. Mais voilà, un bel homme accompli. Exactement. Steven. Bah écoute, toujours content d'être présent. Écoute, on est content que tu sois là. T'as vécu une très belle soirée samedi soir, j'imagine. Satisfait, Steven, satisfait. Bah ouais, satisfait, c'est victoire. D'accord. Bah oui. Ok, quand même. Satisfait, c'est victoire. Moi j'aime bien Steven parce qu'il a toujours un air détaché. Oui. Tiens, Par rapport au PSG, j'arrive pas trop à cerner ta relation avec le Paris Saint-Germain. Très satisfait. Ok, voilà, d'accord. très content, très satisfait. Ça va, au top. Justement, on va parler du Paris Saint-Germain en grande partie dans cette émission. Ce sera découpé en plusieurs parties. On va d'ailleurs débriefer dans un premier temps la finale. Déjà en se demandant si c'est pas la plus belle performance d'un club en finale de Ligue des Champions au XXIe siècle. On parle d'une époque que l'on maîtrise. On va pas aller plus loin, voilà, mais au XXIe siècle, on va se demander si c'est pas la plus belle performance en finale de Ligue des Champions. Ensuite, on va se demander quelles ont été les clés, pourquoi Paris a marché sur l'Inter Milan à ce point-là. On fera un point sur des individualités. Si vous avez envie de mettre en avant des individualités dans cette finale, ce sera l'occasion de le faire. Un mot sur l'Inter. D'ailleurs, l'entraîneur Inzaghi n'est plus le coach. On l'a appris aujourd'hui. Ouais. Direction l'Arabie Saoudite pour lui. D'ailleurs, il sera à la Coupe du Monde des clubs. Bon plan pour lui. C'est vrai que financièrement, je pense qu'il a fait une belle bascule. Et puis, on évoquera la course au Ballon d'Or. Voilà, parce que le Ballon d'Or sera décerné en septembre. Donc, c'est pas si loin que ça. Et on se demandera au niveau de la com, Dembélé, pas Dembélé, équipe de France, PSG. Voilà, il y aura un petit débat là-dessus, sous fond aussi de Ligue des Nations, parce qu'il y a un France-Espagne jeudi soir. Donc voilà, ça, on en parlera aussi. Voilà un peu le programme de cette émission. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Donc on est sur YouTube actuellement si vous nous regardez, LBSFM, abonnez-vous. On est également sur Spotify et Deezer si vous êtes plutôt audio. Et puis si vous aimez tout ce qui est réseaux sociaux, Reels, vidéos courtes, on est sur Instagram et sur TikTok en tapant le Bisport. LEBE Sport, voilà, c'est le compte dédié à la partie sportive d'LBS FM. Voilà pour le sommaire et la promo. Les gars, on va débriefer cette finale sans tarder. 5-0, incroyable. On va rentrer les pieds dans le plat. Est-ce que c'est la plus belle performance d'un club en finale de Ligue des Champions au XXIe siècle, Steven ?
Oula, alors, je dirais en termes de domination, c'est clair qu'on n'a pas vu une domination comme ça nette, limpide, claire et efficace. Après, en tête, j'ai quand même cette performance de Liverpool. Liverpool AC Milan. AC Milan quand même, qui est vraiment une grosse performance en finale. Ouais, mais c'est pas sur l'entièreté. C'est-à-dire qu'ils avaient un trou en première mi-temps. Mais c'est le fait d'être. Ils étaient plutôt dans la réaction. Ouais, mais quand même, il faut le faire. En finale, c'est vrai. Tu reviens à 3-0, à mi-temps, tout le monde se dit que c'est plié ce match-là. Ouais. Et tu reviens. C'est 3 buts et puis après tu gagnes avec des champions. Pour moi, c'est une grosse performance, ça aussi. Moi, j'y ai pensé pendant le match. Ouais. À Liverpool AC Milan. Tu dis si l'Inter fait ça ? Ouais. Je me suis dit, c'est pas possible. Ils ont fait, ils ont presque fait ça contre le Barça. C'était un match à rebondissement aussi. Et du coup, quand ils mettent le 3ème, tu dis, oh non, il va pas se passer ce qui. Et là, l'Inter reprend le ballon, mais ils sont pas dangereux. Ouais. Ils sont pas dangereux, du coup le suspense n'existe pas. Ils ont pas existé. Un arrêt. Ouais, c'est ça. Un arrêt, on va dire décisif. Oui, un arrêt décisif. Après, il y a eu des frappes pas trop, on va dire, dangereuses. Mais oui, moi je dirais, pour moi, il y a deux choses. C'est compliqué, mais je dirais, en termes de domination pure et dure, oui. C'est vrai que j'ai pas le souvenir d'avoir vu une finale au 21e siècle avec une telle domination. Ouais. Et même le Real Madrid, qui à un moment donné dominé, a jamais eu des finales avec. Ça a toujours été serré. Voilà. C'était un petit peu des finales un peu hachées, qui n'étaient pas. Même celle de l'année dernière. Par contre, la Juve en 2017, peut-être le 4-1, mais c'est peut-être un score trompeur par rapport à la physionomie, du match. J'ai pas vu ça. Moi, j'ai un petit challenger. C'est Barça 2011. Alors, le score est de 3-1. Barça Manchester United, tu as dû voir le match. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses, Steven. Le Barça, ils étaient injouables. C'est la tête de Messi, non ? Non, ça c'est 2009. Ah oui, ça c'est à Rome, ça. C'est en 2009. Et moi, je parle de celle de Wembley en 2011. 3-1. Footballistiquement, United n'a pas existé. Alors, le score, il est 3-1, ça va. Mais sur le terrain, United n'a pas existé une seconde. Alors, Rooney égalise. C'est vrai, effectivement. Mais sur le match, c'était vraiment le Barça à son prime, mais vraiment. Mais même là, tu vois, même avec cette finale, perdue, je pense qu'il y a un contexte qui est différent parce qu'on sait que le Barça est quand même favori de cette finale et qu'il y a une. Est-ce que c'est si évident de ça ? Parce que United, il marche sur la première ligue. Ouais, mais quand même, t'as le Barça, etc. Je me souviens, effectivement, t'as le Barça. Alors que là, sur cette finale-là, on l'aborde quand même sur du 50-50. Au moins, par rapport à ce qu'on voit. On se dit pas qu'il y a vraiment une. Enfin, on s'attend pas à ce scénario-là. Ouais, bien sûr. Autant le Barça qui gagne les 3-1 contre Manchester, je suis pas surpris. À l'époque, en tout cas, de ce que faisait le Barça, ça me surprend pas. Et au contraire, je dirais même c'est l'inverse, de ne pas avoir pris plus de buts que ça. Voilà, elle est peut-être la surprise. Ouais, c'est peut-être ça. C'est que le score au final 3-1, ça reste raisonnable contre ce Barça-là. Pour moi, ça. Mais sur l'impression générale, j'ai l'impression que ça m'a fait le même effet. En fait, en termes de maîtrise collective. Je parle juste de la maîtrise. Je parle pas du score ni de. Le Barça, c'était un peu plus attendu. C'était l'expression de la révolution du Barça. De la révolution d'une domination footballistique, technique. Le tiki-taka. C'est important dans l'histoire du football quand même ce qui s'est passé sur cette finale. Bien sûr. C'était un peu attendu, même si le score on peut jamais le prévoir à l'avance. C'était un peu attendu. Là, c'était pas du tout attendu. Et surtout, ce qui est vraiment fou, c'est que moi la sensation que j'ai eue, c'est que ça a été pour moi le match le plus facile du PSG en Ligue des Champions. Saison. C'est ça en fait qui était par Quand je regardais le match, je me dis c'est pas incroyable. J'ai l'impression de voir un match du début de saison. Il y a quand même les matchs contre Brest où là c'était. Contre Brest, le 7-0. C'était pas de la Ligue des Champions, limite. Mais là, en Ligue 1, c'était même plus difficile. C'est encore, on s'y attendait. On s'attendait, alors même si c'est que les fleuves. Mais là, tu parles juste parce que tu parlais de facilité de gagner. Mais t'as vu cette facilité. Et encore, le score il peut être plus lourd si Barcola rate pas ces deux. C'est vrai. Non, complètement. C'est vrai qu'on dirait que presque il refuse de mettre le but tellement il était à quelques centimètres de but. Mais la domination elle était impressionnante. Après je rejoins ce que dit Steven. Pour moi vraiment la finale c'est Liverpool AC Milan où c'est la finale la plus relevée parce que là t'as deux équipes vraiment qui ont le niveau et qui veulent gagner la Ligue des Champions. Est-ce que l'Inter samedi soir ont montré qu'ils voulaient gagner la Ligue des Champions ? Non. Pour moi, non. Ils n'ont jamais montré qu'ils avaient les crocs. Ils n'ont jamais montré qu'ils étaient là. Ils n'ont jamais montré qu'ils voulaient gagner cette Ligue des Champions alors qu'ils étaient à 90 minutes de pouvoir faire un exploit.
Non, donc pour moi, c'est la plus grosse équipe du 21e siècle. C'est le PSG, cette finale, 5-0. Après, ouais, historiquement, bon, on a tous entendu, je pense, les débriefs de match où on parlait du Real, je crois que c'était Real Francfort des années 50, le fameux 7-4. Mais bon, là, on reste sur le 21e siècle. Voilà. Donc, on sait que voilà, les règles du foot étaient différentes. On pouvait faire la passe au gardien, il prenait la balle à la main. Enfin, il y avait plein de trucs bizarres comme ça, qu'on trouve bizarres aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà. Mais sinon, 21e siècle, dans notre génération. Ouais. C'est le PSG, pour moi, c'est la plus belle finale. Faut pas oublier que c'est du début du match jusqu'à la fin du match, où il y a des occasions, où ils sont dangereux et où ils marquent. Je sais pas si c'est la plus belle finale, mais pour moi, c'est de performance d'équipe. C'est la performance de l'équipe. Pour moi, c'est vraiment la performance de l'équipe en finale, où en général, les finales, justement, les équipes se disent. On n'a pas besoin non plus de jouer à 300% pour gagner. Ça reste un match de foot. Il suffit juste de mettre un but de plus que l'autre. En général, c'est un peu la mentale qu'on retrouve dans les finales. Et puis, que ce soit en Coupe du Monde ou en Ligue des Champions. Et là, non. On a eu vraiment un travail de la 0e jusqu'à la fin. Pour moi, aussi, quelque chose de très important aussi, c'est le contexte quand des deux équipes qui étaient très différentes. Je m'explique. Le PSG, si on reprend déjà sur l'année, Luis Enrique, il a quand même réussi avec son staff à créer quelque chose de positif autour de l'équipe du PSG. C'est-à-dire que même les gens qui ne supportent pas le PSG ou qui n'aimaient pas cette équipe ou autre, il y a eu une sorte de sympathie qui s'est créée autour du PSG. Et ensuite, il a réussi aussi à créer un cadre qui est aussi sain. La gestion des blessés, cette année, c'est exceptionnel. Il n'y a pas de blessés. Il y a eu des gestions tout le monde était là aujourd'hui. Athlétiquement, physiquement. Et il avait dit que l'équipe allait monter en puissance. Et finalement, il n'y a pas eu cette pression, si tu veux, négative qu'il peut y avoir les autres années. Il y a eu une pression pour moi qui était positive. Beaucoup ont parlé un petit peu d'arrogance, que les gens se voyaient déjà avant la finale. Mais pour moi, je ne parlais pas de ça. Je parlais plutôt qu'il y a une pression qui était positive, une atmosphère. Et à contrario, tu prends l'Inter. C'était négatif. Il y avait cette peur de faire la saison blanche. Il y a eu un triplé, tout qui a été raté. Et du coup, il y a eu l'Inter qui a eu une grosse pression après la défaite en coupe et la pression en finale le championnat. Simone Inzaghi, on l'a dit là aujourd'hui, mais il y avait déjà des pourparlers avant. Est-ce qu'il allait partir, pas partir, etc. Et il y a eu quelque chose autour. Et il y a eu en fait, moi je voyais un petit peu la com qui se faisait autour du club. Et c'était beaucoup, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut absolument pas qu'on ait une saison blanche. Il faut pas qu'on ait une saison blanche. Ça serait une catastrophe pour l'Inter. Et bon, et en plus de ça, ce qui est sorti aussi aujourd'hui sur l'Inter Milan avec les montages financiers, etc. Donc en plus, on rajoute. Donc pour moi, il y a eu beaucoup de choses encore. Enfin, ça peut jouer. Sur l'environnement et la préparation d'avant finale. Je suis assez d'accord avec ce que dit Steven, mais quand tu as dit le mot arrogance, ça m'a fait penser en fait au début de saison du PSG, quand Luis Enrique en fait dénigrait un peu les journalistes. Et il répondait un peu avec arrogance et il disait de toute façon vous comprenez rien à ce que je raconte en niveau tactique, et en fait je trouve que cette Ligue des Champions là c'est vraiment celle de Luis Enrique dans le sens où il y a beaucoup de leçons, il a donné au PSG le droit de perdre des matchs et ça a donné l'impression, on peut dire ça aujourd'hui, ça a donné l'impression que ça faisait partie d'un processus, que faire des erreurs c'était pour améliorer la tactique, que faire des erreurs c'était pour améliorer le groupe, pour le préparer à des matchs tranchants, pour dire à Dembélé non, t'es pas assez bon, tu joues pas. Au début de saison il l'a pas fait jouer. Contre Arsenal d'ailleurs. Voilà, contre Arsenal d'ailleurs aussi. Il a fait un mauvais match contre Gérone, il a les 3 points heureux, c'est le gardien qui donne les 3 points. Voilà, on a eu plein de matchs à début de saison où c'était pas ça, où c'était pas le PSG qu'on attendait. Et au fil de la saison, il a continué sa tactique en mettant Désiré Doué, en faisant des replacements tactiques. Et au final, on voit que la tactique du PSG, la tactique que Luis Enrique a mis en place, et au final, évidemment, elle a fonctionné. Mais surtout, ça amène quelque chose, encore une fois, dans le football. Le football que je disais la dernière fois, le football adaptatif, qui s'adapte à l'adversaire. Et là, on a des joueurs qui changent leur rôle, qui font du dépassement de fonction. On a du Dembélé qui vient au milieu de terrain, du Hakimi qui prend la pointe, du Désiré Doué qui se met à gauche, du Kvaratskhelia qui se met à gauche aussi, et quand c'est pas Kvara, c'est Nuno Mendes, et on a nos fameux 5 joueurs. Quand tu as une équipe de possession, tu as souvent 5 joueurs sur la ligne d'attaque qui peuvent s'interchanger. Tout le monde peut s'interchanger et il n'y a pas de souci. Et ça, c'est l'expression de ça, c'est le premier but. Hakimi se retrouve dans une position Di Marco, d'attaquant. il a le tournis, il sait plus où ça va.
il couvre le hors-jeu, plus personne n'est hors-jeu, Désiré Doué il part, il se retourne, évidemment il y a de la qualité technique, il met la passe précise, laser, mais Hakimi, le but que met Hakimi, on peut tous les mettre ici. Ouais. Il y en a peut-être qui le mec l'aurait pas mis. Hein. Il y a peut-être des joueurs qui l'auraient pas mis. On peut tous le mettre. De l'orteil, du talon, du genou, de la langue, de l'oreille. On peut tous la mettre. Faut la placer. Parce que même il les met en plein milieu à ras de terre. Voilà. C'est de l'art. Non, mais ça, franchement, si on cette année, et je suis ce que tu dis, effectivement, il y a aussi à un moment donné Safonov qui a été titularisé en Ligue des Champions. Il y a eu plein de choses. C'est pour piquer Donnarumma, ça, dans une période où il était pas bien. Le groupe est concerné et le dernier qui marque, personne le connaît. Mayoulou, qui sort du centre de c'est parce que c'est le PSG. Mais il sort du stade de formation. Ouais, il est quand même du temps de jeu cette année. C'est parce que c'est le PSG. Oui, mais pour le grand public, je vois ce que veut dire Isma. Pour le grand public, c'est la finale de Ligue des Champions. Le grand public regarde ce match. C'est comme un match de Coupe du Monde. Le grand public le regarde. Voilà. On s'attend pas à voir Seni Mayoulou forcément dans les. Il faut pas oublier Désiré Doué. Il vient de Rennes l'année dernière. Ouais. Il y a un truc qui est super important et moi que j'ai aimé, on en avait parlé ici, c'est bien, c'était cette histoire de faux neuf. Et ce que je disais, effectivement, on en avait parlé, je disais que même quand Ramos, parce que Ramos était blessé à ce moment-là, on disait voilà, il faut absolument qu'il revienne, et j'avais dit mais non, c'est pas parce que Ramos va revenir que Ramos va forcément rentrer dans le système d'Enrique, et d'ailleurs on l'a vu, voilà, comme après, on en parlera peut-être après sur l'effectif du PSG, des départs, etc. Et moi, ce que j'en pense. Mais voilà, effectivement, et aujourd'hui, c'est plus un sujet, cette histoire de faux neuf. Et pourtant, on nous a saoulés avec ça. Hein. Ah oui, non, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Paris manquait d'efficacité à ce moment-là. Que, notamment en Ligue des Champions, il y a plein de matchs. Oui, non, ok, là, ça te donne raison, et c'est vrai, tu as eu la bonne analyse, mais je comprends les gens qui ont eu cette réflexion-là, dans le sens où c'était une période de la saison où Paris manquait cruellement d'efficacité. Paris ne gagnait pas contre Eindhoven, perdait contre l'Atlético alors qu'elle dominait le match, a perdu face au Bayern sans vraiment exister. Enfin, quand je dis exister, ils ne sont pas fait marcher dessus, mais offensivement, ils n'ont pas existé, comme contre Arsenal, le 2-0. Le 2-0 contre Arsenal en phase de Ligue, c'était une catastrophe offensive, au-delà des erreurs qui ont emmené les buts. Donc c'est vrai que là-dessus, au final, oui, ça faisait partie du process, aujourd'hui avec le temps, mais sur le coup, c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions offensivement, pas forcément se dire que c'est Ramos qui allait tout révolutionner, mais se dire, là, il manque il y a un manque d'efficacité en fait dans cette équipe, et force est de constater qu'ils ont travaillé cet aspect-là, et que le replacement de Dembélé dans l'axe a solutionné pas mal de choses et pas mal de problèmes offensifs, parce qu'il y en avait aussi en début de saison des problèmes offensifs. Je parle pas en Ligue 1, je parle en Ligue des Champions. Il y avait quand même des problèmes offensifs, on manquait d'efficacité. La victoire contre Gérone. Oui. C'est le gardien qui le donne. Aussi, la défaite contre Madrid. Et t'enlèves 3 points au parcours du PSG en phase de Ligue. C'est pas sûr que ça passe. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que, et je reviens à ce que disait Isma, quand il parle aux journalistes et il dit ouais, vous comprenez pas ma tactique. Dans le système d'Enrique, c'est impensable de penser qu'il joue avec un 9. C'est pour ça que je ne comprenais pas à l'époque. Il ne peut pas jouer avec un 9 dans son système. C'est-à-dire qu'il va jouer avec un 9, mais qui va être plutôt un 9-10 qui va bouger. C'est-à-dire que demain, tu ne peux pas lui ramener un Haaland. Ou un Gyökeres. Tu vois ce que je veux dire ? Après, tu peux pas lui ramener. Tu lui mets Haaland, ouais, d'accord, mais il va peut-être qu'il arrivera à le faire jouer comme il veut, mais il va falloir qu'il s'adapte. Non, mais ce que je disais par rapport à Enrique, c'est que au début de la saison, il n'y a pas qu'une fois en fait où il a fait ce genre de choses face aux journalistes. À chaque fois, il répondait pas aux questions, tout simplement. Des questions de merde. Ou alors, il leur disait vous comprendrez pas. Des fois, il n'a pas été très sympa non plus. Il n'a pas été très. Il aurait juste pu expliquer, même si on n'a peut-être pas son niveau tactique, mais juste. D'ailleurs, il a réglé la mire après derrière, et voilà, tu vois. Sa communication a changé. Et le club, le PSG aussi a une communication qui était différente cette année. Il y a eu moins d'interventions de Nasser, il y a eu plus d'interventions d'Enrique. Enrique, on sentait qu'il avait la main sur le groupe, et que la star qui était Dembélé, il ne le faisait pas jouer, contrairement à des Tourelle ou à des Emery qui, eux, je pense, avaient peur de perdre. Et cette ils l'ont dit en plus. Voilà. Ouais. Cette peur de perdre et de faire absolument jouer tous les meilleurs joueurs à tous les matchs sans faire tourner, c'était aussi une manière de se rassurer, de dire je fais jouer les meilleurs joueurs. Mais ça sous-entend aussi faire jouer que les meilleurs à chaque fois. Ça sous-entend aussi qu'est-ce que tu proposes tactiquement. Ouais.
Ouais, non, mais c'est sûr que là-dessus, tu pointes un truc intéressant. En fait, tu dans disposes d'un effectif, mais toi, tu proposes pas de oui, tactique, parce qu'en fait, t'as pas la largesse, comme tu l'as dit, t'as pas la largesse pour mettre en place tes idées, parce que tous les enjeux que t'as énoncés, la peur de perdre, la peur de froisser tes cadres, et c'est pour ça que, effectivement, là, le PSG a eu la bonne idée de laisser travailler le sportif, que ce soit Campos et Enrique ont travaillé main dans la main, et on voit avec le mercato de cet été, ils ont eu tout bon. Ils ont eu tout bon sur le mercato de cet été. C'est le premier mercato où vraiment Enrique et Campos se sont posés et ont discuté pour trouver des accords communs dans le but de plaire au jeu de Luis Enrique, et sur toutes les recrues, ça a été du 100%. C'était 100%, que ce soit Pacho, que ce soit João Neves, Désiré Doué, Kvaratskhelia, ça a été du tout bon. Il faut dire aussi que il y avait la 5e cible qui était Julián Alvarez, qui malheureusement a échappé au PSG, mais c'était aussi la cible pour être ce fameux... tant mieux pour Dembélé. Tant mieux pour Dembélé, parce que peut-être que Dembélé n'aurait pas fait cette saison-là si Alvarez avait été là. Et c'est à ça qu'a servi le mercato de janvier, puisque Guevara a pris un poste d'ailier pour pouvoir remettre Dembélé dans l'axe. Exactement. Il y a eu des bonnes corrections qui ont été faites, et un PSG qui finalement s'est humanisé en fait. Ouais. Par rapport à... je pense que les Nasser et les dirigeants auparavant ont voulu rendre ce PSG-là trop robotique, trop fort. Ils ont voulu le rendre tellement fort en prenant les meilleurs joueurs que c'est peut-être pas la meilleure solution pour gagner la Ligue des Champions. Moi je pense qu'aussi... Et en le rendant humain, en le rendant avec ce droit de perdre, ce droit de faire des erreurs pour s'améliorer, je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont gagné en fait. Bien sûr. Et Nasser a une communication d'ailleurs sur la Ligue des Champions en enlevant la pression, en disant que c'était pas la priorité, que même si Paris sortait en phase de Ligue, que ça ne changerait rien à l'avenir de Luis Enrique, que ça restait le meilleur entraîneur du monde. Voilà, il y a vraiment une confiance en Luis Enrique, parce que on voyait le travail qu'il faisait, on voyait tout ce qu'il voulait mettre en place, et ça c'est louable de la part parce que ça n'a pas toujours été le cas pour tous les entraîneurs passés par le Paris Saint-Germain. Mais après, sur le truc des stars, je sais plus quel ancien président a dit ça, mais j'étais plutôt d'accord avec lui. Faut pas oublier que le Paris Saint-Germain, c'est un club de foot, mais c'est aussi une marque, et c'est aussi un business. Et ça, faut pas l'oublier. Ça, c'est pas juste un club de foot. Il y a aussi des enjeux financiers. Les Qataris ont mis de l'argent dans le club. Il faut aussi un retour sur investissement. Donc, moi, je pense que le fait d'avoir ramené des stars au club, même si sportivement, ça n'a pas toujours fait du bien au club, mais je pense que dans une stratégie marketing et dans une stratégie marque, ils pouvaient pas faire autrement. Je vais te dire pourquoi sportivement, indirectement, c'était également positif. Parce que Désiré Doué, son idole, c'est Neymar. Oui, t'as inspiré des générations. Voilà. T'as aussi inspiré des générations. T'as inspiré aussi des jeunes qui aujourd'hui, même un mec comme Kvaratskhelia, comme João Neves, c'est des gens qui ont grandi. Ils n'ont pas connu le PSG de Colonie Capitale. C'est des joueurs qui ont connu le PSG au top. C'est pas des joueurs qui ont connu un PSG un peu moribond, tout ça. Ils ont toujours connu le PSG au top. Donc effectivement, c'est bien ce que tu dis, c'est que ça a aussi inspiré des jeunes et ça a aussi rendu de la crédibilité au Paris Saint-Germain. Donc effectivement, ces étapes-là, elles étaient nécessaires aussi. Bon, on peut pas tout avoir, ça a aussi pallié sur le sportif directement, mais indirectement, ça a inspiré aussi des générations de jeunes qui aujourd'hui voient le PSG comme nous on voyait le Real, le Barça, Manchester United, la Juve. Eux, ils voient le PSG comme ça aujourd'hui. Et ça, sans les stars, effectivement, ça serait pas. Désiré Doué, c'est pas un Parisien, hein. C'est pas quelqu'un de la région parisienne, il me semble. Non, je crois pas. Il vient à Paris vraiment parce qu'il a l'opportunité de venir et parce que Neymar reste son idole. Oui, il a vu Neymar à Paris. Bien sûr. Non, mais l'info qui veut venir au PSG. Et du coup, ça va inspirer d'autres joueurs et ça va aussi, maintenant on a l'exemple, on va vouloir suivre l'exemple et ça va être très important pour le PSG. Comme j'avais déjà émis cette idée-là. Avant qu'il la gagne, maintenant ils ont gagné la Ligue des Champions, et maintenant. Alors, et là maintenant, ça va être très 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 important ce qu'ils veulent jouer. Non, c'est clair. Alors, avant de passer à l'après, juste j'aimerais qu'on revienne rapidement sur la finale pour
vraiment rentrer dans le cœur du détail de comment Paris a gêné l'Inter pendant 90 minutes. Sur quels aspects du jeu Paris a mis en difficulté l'Inter. On a parlé de quelques phases de jeu, des buts, comment ils ont été construits, mais sur la globalité, qu'est-ce qui a fait que l'Inter a été inexistant pendant tout le match et comment ça se fait que Paris vraiment ait dominé autant cette équipe italienne? Non, je vais dire... Vas-y si tu veux. Alors, j'ai mon idée, mais vas-y. Il faut dire, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement. Alors, ce qui s'est passé tactiquement, à mon sens, moi de ce que j'ai pu voir, c'est qu'on a eu déjà un PSG qui s'est pas renié, qui a joué son jeu et qui a été très fort en contre-pressing. Et l'idée, ça a été effectivement déjà de ne pas donner de solution à la relance. C'est-à-dire que lorsqu'on avait cette fameuse défense qui revenait à 3 et qui tentait effectivement d'aspirer le PSG et de donner sur les côtés, on avait toujours en fait des joueurs si tu veux, qui laissait en tout cas ses premières passes, mais en tout cas qui bloquait systématiquement la solution sur le côté, parce que quand tu joues dans un 3-5-2, ta solution, tu vas avoir une solution sur le côté, c'est-à-dire ton latéral pour l'Inter. Donc il a fallu couper cet acte de communication. En même temps, il est arrivé effectivement parce que l'Inter s'est aussi retrouvé par moments, et oui, effectivement dans le cœur du jeu, ça a été aussi de couper justement ces communications, ces passes en tout cas communicatives, de l'axe, en l'axe. Par moment, 2-3 fois, c'est passé dans le dos, c'est vrai, mais tout de suite, il y a eu un repli ou un retour en tout cas défensif qui fait qu'à un moment donné, le PSG arrivait quand même à se retrouver en supériorité numérique. On le voyait aussi sur les phases aussi offensives. Comment aussi à un moment donné le PSG a réussi à empêcher, c'était dès qu'il y avait aussi des récupérations en contre-pressing, le PSG restait en position très haute. Toujours. Ce qui fait que par moment, tout à l'heure, on parlait du premier but ou autre, et on voit que par moment, le fait de permuter, de tourner, ça fait que par exemple sur le côté, le PSG des fois se retrouvait en 3 contre 1. Ou parfois sur les côtés en 3 gauche, qui fait qu'à chaque fois, on arrivait à aspirer d'un côté et à créer des solutions. Ça fait qu'à chaque fois qu'un joueur arrivait à pénétrer dans l'espace, il avait au moins 3 ou 4 solutions. Et effectivement, pour les joueurs de l'Inter, ça a été très très compliqué de sortir. Ça fait qu'à la récupération du ballon, on voit que la Serbie n'avait pas de solution, quoi. Ouais. Après, il y a aussi un truc, comme j'expliquais sur le premier but tout à l'heure, le PSG, ils ont travaillé à ce qu'il y ait tout le temps 5 joueurs, et c'est beaucoup, c'est une grosse prise de risque, qu'il y ait 5 joueurs qui pressent vraiment les défenseurs italiens. Vraiment, les 5 joueurs là. Et ça coulissait. C'est-à-dire que les joueurs, ils étaient interchangeables. Quand c'était pas Nuno Mendes, c'était Guevara sur la gauche. C'était interchangeable. Ça veut dire que quand c'était pas comme ça, il y en avait l'un des deux qui était dans la demi-zone, entre l'aile et l'axe. Et ça veut dire que comme il y avait toujours quelqu'un, Dembélé qui revenait au milieu de terrain, il y avait Hakimi à droite qui dépassait Dembélé. Hakimi latéral, il dépassait Dembélé. Et quand Dembélé revenait dans le milieu de terrain entre Vitinha et João Neves montait un peu au niveau de Dembélé, Vitinha était un peu derrière, et Fabian Ruiz dépassait Dembélé. C'est-à-dire qu'on avait une densité de joueurs devant qui était vraiment incroyable. Et on voyait à chaque fois les relances que Sommer faisait. Dembélé, il était à la limite de la ligne pour presser directement en fait le gardien Sommer. Et pour malgré le bon jeu au pied de Sommer, quand il faisait des longs ballons, ils avaient à chaque fois un marquage individuel derrière. Les ressorties de balles, elles étaient compliquées. Sur les ressorties de balles, Marcus Thuram, une fois de temps en temps, il arrivait à faire une déviation. Il a gagné un duel face à Marquinhos, je crois, en début de match. Mais après, derrière, c'était compliqué. Directement en 1 contre 1 parce que la ligne défensive, elle était sur la ligne médiane directement du hors-jeu. Et directement, en fait, derrière, il y avait Vitinha, João Neves. Et l'avantage que quand tu laisses Vitinha comme ça, tu sais que le scénario de match, au coup d'envoi, tout le monde sait que le PSG va avoir la possession de la balle. Et tu mets ton meilleur joueur technique au milieu, derrière, devant la défense. Ça te valide la possession de la balle. Ouais. Et on l'a vu aussi sur le deuxième but où Dembélé fait la talonnade. Ouais, sur le troisième but. Sur le troisième but, pardon, où Dembélé fait la talonnade. Ça part d'un coup franc où Vitinha, lui, tout seul, il veut jouer le coup franc rapidement. C'est un coup franc qui est complètement anodin dans le camp parisien. Dans le camp parisien. Il veut le jouer rapidement. Et en fait, il fait une conduite de balle qui permet à l'Inter de le presser. Et en fait, en faisant 2 ou 3 passes, ça attire les joueurs de l'Inter. Et en trouvant Dembélé,
Dembélé, du coup, il fait la différence avec cette là et ça fait l'espace après derrière pour Désiré Doué. Mais ça, c'est un vrai travail, on va dire, tactique. Ça manque un peu d'engagement de la part de l'Inter aussi, parce qu'il faut qu'il fasse des erreurs. Derrière, le défenseur qui est surdoué, il fait pas le tacle à Serbie alors qu'il doit le faire. Et là, ça marque le but. Mais en fait, on voit que pour marquer, finalement, c'était pas si difficile que ça contre cette Inter-là. Donc, c'était peut-être pas aussi un Inter qui était très, comme je disais au début, qui avait envie non plus de prendre des risques, de prendre le risque de prendre un carton rouge pour faire un électrochoc, quoi. Donc c'est ça qui est un peu dommage aussi. Il faut aussi avoir une équipe faible en face pour gagner 5-0 en finale de Ligue des Champions. Mais tactiquement, ça aurait été très très difficile, voire impossible de chatouiller le Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils auraient peut-être pu faire un exploit individuel, un coup de pied arrêté, une décision arbitrale, un truc comme ça. Mais je pense que samedi soir là, c'était pour Paris. Pour moi, il y a aussi 3 choses. La première, c'est athlétiquement, on sentait que les PSG étaient vraiment au-dessus athlétiquement. La deuxième chose aussi, c'est la consigne spécifique Dembélé qui a été super précieux. Dembélé, son rôle a été de gêner toutes les relances du gardien. Ah, complètement. Toutes les relances du gardien, ça fait qu'à chaque fois, on voyait que la pression qu'a eu Sommer. Il avait un regard de chien. Et à chaque fois, c'est qu'il il avait un regard de dingue. Et c'est lui qui lançait le pressing. Des fois, on l'a vu dire à Doué d'aller presser. Et justement, on gênait ses relances. Donc, on voyait que Sommer, des fois, il n'a plus de solution. Et c'est toujours, comme je dis, il allait chercher le côté. Et des fois, on voyait des relances en touche. Et la troisième chose qui est super importante, c'est qu'en fait, quand on voit le PSG jouer, et là, on le voit bien sur cette finale, c'est que par moment on a l'impression que le PSG ne va pas jouer en première intention. Je m'explique. Par exemple, là j'ai une action en tête de comment il s'appelle, de Ruiz ou même sur le premier but. En fait, à un moment donné, le PSG, on a le joueur qui peut jouer en première intention sur un joueur, mais il ne va pas le faire. C'est-à-dire qu'on va un joueur, comme tu le dis, qui va à un moment donné va prendre l'espace et va amener un joueur de l'Inter. Et derrière, ça va libérer des espaces. Et dès que le joueur, en fait, il n'a pas joué la solution qui était la plus évidente, c'est-à-dire que tout de suite, les joueurs de l'Inter vont forcément aller sur le porteur du ballon, mais en allant là-dedans, c'est là où il y a cette aspiration qui est faite, et on le voit très bien sur Ruiz, et derrière, ça libère des espaces. Et en fait, on a l'impression que c'est toujours cette aspiration, ils aspirent à deux. Les mecs se disent, ah bah c'est bon, le gars, il n'a pas joué, on y va. Et hop, il y a une aspiration, et là, on le voit sur le premier but, c'est juste magnifique. Pour moi, la plus grosse erreur de l'Inter sur ce match, c'est que l'espace entre la défense et le milieu était trop importante. Beaucoup trop importante. Je pense que le match aurait été différent si la défense de l'Inter était montée d'un cran. En fait, en voyant Dembélé, trop bas. En voyant Dembélé descendre avec les milieux, il fallait monter cette défense-là parce que Mkhitaryan et j'ai du mal à prononcer le nom de Çalhanoğlu. Merci. Voilà. Ils étaient dans la machine à laver. Ils étaient dans la machine à laver portugaise, Vitinha, João Neves. Ils s'en sortaient plus. Ils sont sortis à la 60e. Ils avaient la sueur ici. Ils étaient cramés. Ils étaient cramés. Pourquoi ? Parce que dès qu'ils doivent attaquer le porteur de balle, il n'y a personne derrière. Il n'y a personne derrière. C'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Et je pense que le match aurait été différent s'ils avaient pris ce risque-là aussi de... En fait, ils étaient un peu dans une impasse parce que s'ils jouaient avec une défense plus haute, on se retrouve dans un match à petits espaces. Et ce match-là, on sait que Paris va le gagner parce que avec Vitinha, avec João Neves, avec Désiré Doué, techniquement, on a vu que même sur les côtés, parce que sur les côtés, ils arrivaient des fois avec leurs latéraux à leur laisser peu d'espace. Quand tu vois la talonnade que fait Désiré Doué sur le côté pour Hakimi, je sais plus c'est sur quel but, il y a un espace incroyable derrière. Voilà, c'est... Quand tu vois que Dumfries en deuxième mi-temps, mais il est rentré dans la machine à laver géorgienne là. Le retour défensif à la 79e là. Mais là tu vois, il peut rien faire. Ils sont atteints mentalement aussi. Mais c'est là où tu vois que et ça m'a fait penser, mais je l'avais bien vu sur le match d'Aston Villa et de Liverpool, parce que on peut dire l'Inter à un moment donné a quand même tenté de sortir pendant le match. Ouais, ils ont tenté de sortir. Et l'Inter, à un moment donné, est sorti. On voyait que l'Inter commençait à poser le pied sur le ballon. Parce que Marcus Thuram, il avait Marquinhos. Ouais. Donc, en termes de duel, ça s'équilibrait un peu. Il pouvait garder le ballon, faire des déviations, faire remonter un peu le bloc. Mais de toute façon, t'avais João Neves derrière. Ouais, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, le PSG cette année, où c'est très compliqué, sans j'en parle, c'est très compliqué en fait de jouer cette année le PSG. Je m'explique. T'as des équipes qui ont réussi à sortir, et l'Inter l'a fait. Aston Villa l'a fait à un moment donné. Sauf que le problème contre cette équipe du PSG, c'est un PSG aujourd'hui qui sait subir, et qui est redoutable en transition.
Le match contre Aston Villa, on a Aston Villa qui sort pendant 20 minutes parce que le PSG est un peu là. Mais dès qu'il commence à sortir, on a le PSG qui fait 2-3 introductions rapides qui se disent on resserre. Et quand l'Inter est ressorti, c'est ce qui s'est passé. Alors ça n'a pas duré longtemps, mais ils ont vu que derrière ça partait dans les espaces. Et Liverpool, ça fait penser le match retour où quand j'ai bien regardé Liverpool a été timoré tout le match. Ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait attaquer vraiment? Est-ce qu'il fallait descendre? Est-ce qu'il faut leur laisser la profondeur? Parce que derrière, et en fait tout le match, Liverpool, je pense que sur le parcours de Paris, c'est le match vraiment le plus équilibré. Au retour, hein. L'aller, Paris a vraiment dominé, mais le retour, c'était vraiment un ping. Enfin, je trouvais que le match était équilibré, était plutôt équilibré parce que t'avais, comme t'as dit, Liverpool qui savait pas trop s'il devait vraiment aller à fond. Et tu sentais qu'il jouait avec le recul frein en fait. C'est ça. Parce qu'à chaque fois, à un moment donné, ils ont essayé d'y aller et après, bam, ça arrive dans le dos et tout de suite. Après, c'est psychologique. Tu sais que le mec, t'as un Dembélé et tout, ils peuvent prendre l'espace. Parce que le PSG cette année a su et sait gérer les temps faibles. Et derrière, tu sais que ça va vite. Et les mecs se disent, ah ouais, mais en fait, piqûre de rappel. Et c'est ce qui s'est passé avec Aston Villa. Le PSG espère. Et dès qu'il y a une piqûre de rappel, boum. Et là, j'ai senti qu'ils sont sortis à un moment donné. Hein. Il faut pas l'oublier. Mais après, piqûre de rappel. Très rapide. C'était rapide. Ça a été mais très rapide. Ils l'ont tenté. Ils ont le mérite de le faire. Mais après, c'est très rapide. Hein. T'as la piqûre de rappel derrière. Les mecs, c'est des flèches. Et hop. T'as le vent derrière toi. Exactement. Et les mecs, ils ont resserré. Ils se sont dit, ah ouais, en fait, on n'y arrivera pas. Et je l'avais dit, tu te souviens sur l'avant-match qu'on avait fait. Ils jouent avec, ce ne sont pas des ailiers, des offensifs, ils jouent avec des latéraux. C'est-à-dire que la tactique de Simeone, elle est très ultra défensive. Elle est ultra défensive. Et là, effectivement, ça peut avoir ses limites sur ce type de match. Ouais, voilà. Effectivement. Pour moi, c'est la meilleure expression du football adaptatif, du football où tout le monde peut marquer. Du football où les joueurs sont interchangeables. D'ailleurs, c'est ce que Luis Enrique voulait mettre en place cette année. Il a dit qu'il voulait remplacer un mek qui marque 40 buts par 4-5 mecs qui marquent 10-20 buts. Exactement. Et aujourd'hui, quand tu regardes les stats, Dembélé, il a une trentaine de buts. Doué, il a une dizaine de buts. Barcola, il a une vingtaine de buts. Voilà, donc aujourd'hui, ces joueurs offensifs-là ont répondu présent. Hakimi, il a une dizaine de buts. Donc ouais, c'est... Hakimi marque en finale, en demi, en quart. Ouais. Non mais c'est important. C'est un latéral. Et moi je trouve que c'est important parce que, alors on le dit, mais par exemple même Mendes il n'a pas marqué beaucoup de buts, mais il a marqué des buts, donc c'est important aussi, des buts importants. Et donc je trouve que Mendes il a progressé défensivement. Défensivement. Parce qu'on connaissait ses aptitudes offensives, mais défensivement vraiment il a progressé défensivement vraiment. Alors oui, il fait cette petite erreur contre Liverpool sur le but d'Harvey Elliott où là il est aux fraises, mais sur l'ensemble de sa campagne de Ligue des Champions, moi c'est ça qui m'a marqué de Nuno Mendes, c'est que vraiment il a tenu son côté gauche, à l'image du match qu'il a fait contre Salah, où Salah on l'a pas vu, on l'a pas, aller-retour on ne l'a pas vu du tout, donc ouais c'est et Saka aussi bon Saka a fait des choses mais il l'a quand même bien contenu, donc c'est vrai que là-dessus ça fait partie aussi du travail de Luis Enrique. Je pense que c'est la victoire dans ce match-là, les joueurs qui ont été décisifs, c'est vraiment ceux qui ont été les plus insouciants, les plus frais, les plus jeunes, les plus récents dans l'effectif. Et ça, c'est vraiment une grosse part de responsabilité pour Luis Enrique. Ah bien sûr, parce que c'est ses joueurs. Quand tu vois le match de Désiré Doué, quand tu vois Désiré Doué qui est très récent, Guevara qui a marqué aussi, finalement... Guevara, faut en parler parce que ce mec-là... Parce que le mec qui gagne plus de titres qu'il ne faut dans une saison, c'est ça. Faut le dire aussi, champion d'Italie, champion de France, Coupe de France, Trophée des champions, Trophée des champions, non, il n'était pas là. Non, pas là. Il n'était pas là. Je sais pas si t'avances dans le temps, mais pas encore. C'est un titre mineur pour certains, le Trophée des champions de toute façon. Mais et Ligue des champions. Ouais. Enfin, non mais c'est ça, et son apport. Il est même pas dans le débat des ballons d'or, ce mec. Ah, il le sera peut-être l'année prochaine. Il est même pas. Il est même pas dans les débats. Tout le monde parle de Yamal. Mais moi, ce que j'aime bien chez Kvaratskhelia, c'est vraiment un joueur Luis Enrique compatible, et c'est pour ça qu'il a fait le forcing pour l'avoir, parce qu'il connaît ses qualités. Depuis l'été dernier. C'est un chien sur le terrain, c'est-à-dire qu'il lâche rien, c'est un pitbull, il fait les retours défensifs, il se bat sur chaque ballon, et il a cette virtuosité technique, dans le sens où avec le ballon, on a vu les combinaisons, il sait faire. Il s'est terminé aussi devant le but. Il a un pied droit incroyable quand il rentre sur son pied droit. Pied gauche, mauvais, c'est pas le meilleur, mais pas mauvais. D'ailleurs, c'est le but du pied gauche. Ouais. Et vraiment c'est le joueur Luis Enrique compatible, et c'est ce qu'il fallait. Tu sentais que c'était vraiment
le chaînon manquant parce qu'il a la castagne d'un joueur qui fait les replis défensifs. Et il a aussi l'efficacité d'un joueur offensif qui peut marquer des buts, être décisif. À l'image de ses buts en finale, contre Aston Villa, il marque. Passeur décisif à l'Emirates, voilà, pour Ousmane Dembélé. Donc vraiment, c'était le joueur, vraiment le chaînon manquant. Tu as parlé de Désiré Doué. Pareil, lui aussi, c'est vraiment, il est à l'image du club. Il est monté en puissance. Début de saison, on l'a pas trop vu. On l'attendait pas forcément dans une place de titulaire quand il a signé. Moi, quand je pense à Désiré Doué, j'ai plein d'images. J'ai l'image de sa célébration contre Liverpool où il fait la clim. J'ai là quand il tire son maillot sur le deuxième but en finale. Bah attends, il y a le but contre Aston Villa aussi. On perd 1-0, il nous sort une frappe de nulle part qui permet à Paris tout de suite de revenir parce que Aston Villa ouvre le score au Parc des Princes. Ouais. Et tout de suite Paris n'a pas le temps de douter. Tout de suite après égalisation, Désiré Doué. Et je trouvais même que Luis Enrique a bien géré la concurrence Doué, Barcola, même si on sent que Doué a pris le dessus. Mais voilà, il a quand même concerné Barcola. Je parle de ça parce que voilà, il y a eu la saison en Ligue des Champions, il y a ce match, il y a les matchs de Coupe de France, il y a le match de championnat. Et je trouve que tout ça c'est bien goupillé. João Neves, on le connaît du Benfica, mais ce mec-là, pareil, c'est un chien lui aussi, au niveau des récupérations de balles. Et je trouve que le trio Ruiz, Vitinha, Neves, je trouve que ça a bien matché. Ils sont compatibles. Pacho. Moi, je le connaissais pas. Moi, je le connaissais d'FC 24. Moi, j'ai fait une carrière avec l'Eintracht Francfort l'année dernière. C'est comme ça que je connaissais Pacho. Global 80. Je le vois arriver au PSG. Je me dis, bon, sur FIFA, il était pas mauvais. Mais de là en faire un titulaire au PSG, moi, je fais une carrière avec Paris. C'est pas Pacho que je vais prendre, tu vois. Et pourtant, voilà, il a su pallier un manque. Parce que de base, pourquoi Pacho vient ? Kipembe sur le flanc, Hernandez sur le flanc. Ouais. Il vient remplacer ces deux joueurs-là. Et au final, il a fait plus que les remplacer. Il a pris la place. Marquinhos, il a tenu. Alors, des fois, ça a été un peu compliqué, mais on sent qu'il il est sur la fin. On sent qu'il est sur la fin, mais il a tenu son rôle. Il n'a pas fait tâche dans cette équipe. Et Donnarumma. Ah, Donnarumma, moi, voilà, très critiqué. Hein, il a fait une première partie de saison qui est vraiment très moyenne. C'est pas une première partie de saison. Depuis qu'il est arrivé, ça n'a pas été fameux, notamment en Ligue des Champions. Il n'a pas été décisif une seule fois. Et là, il nous fait une année 2025. Moi, c'est le match aller. Mais même en 2025, le match retour contre Liverpool. C'est ça. Bah oui, parce que même le match aller sur le but d'Elliott, franchement, il peut. Après, il était en négociation de sa prolongation. On commençait à parler de Chevalier, ouais. Non, c'est bon, ils ont recruté Chevalier. Ça y est, c'est mort pour Donnarumma. Oui, c'était acté. Et là, c'était ça y est. On oubliait que Donnarumma était le gardien parce on savait qu'il y avait Safonov derrière. Mais le match retour qu'il fait. Et après, il enchaîne Aston Villa, le match retour à Aston Villa. C'est lui qui nous maintient à flot quand ça chauffait, quoi. Et c'est là où tu vois la différence par rapport aux années précédentes. Parce que là, franchement, les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps contre Aston Villa, moi j'étais à Bernabéu en 2022, j'étais au Camp Nou en 2017, j'étais au Parc des Princes contre United en 2019. Là, je m'y voyais, là, j'y étais. Parce que l'enchaînement des buts, j'ai rien compris. Ouais. Et contrairement aux autres années, pendant que les 10 joueurs de champ, ils étaient à l'ouest complet, t'en as un qui prend les choses en main. Et ça change tout. Et ça a calmé les ardeurs. Et petit à petit, et ce que tu as dit, Steven, après, tactiquement, c'est qu'après, Aston Villa, ils pensaient qu'ils allaient égaliser. Et c'est normal parce qu'ils avaient plein d'occasions. Mais au bout d'un moment, Donnarumma, il fait 1, 2, 3 arrêts. Et puis derrière, t'as les flèches qui reviennent. Et du coup, Aston Villa, sur les 15 dernières minutes, le match est rééquilibré du coup. Parce que le temps fort est passé. Le temps faible du PSG est passé. Et qu'après, derrière Aston Villa, ils sont pas plus bêtes que les autres. Ils ont compris que s'ils montaient trop, derrière, t'avais Dembélé, t'avais Doué, t'avais truc. Et ils ont reculé comme Liverpool l'a fait. Et ça a rééquilibré le match. Donc ouais, c'est vraiment un conglomérat de joueurs qui ont fait que... Bien sûr. Ah voilà. En tout cas, moi, où je suis assez content, c'est que pour moi, en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, tout le monde a vu, les présidents de club, les coachs, enfin les observateurs, tout le monde a vu ce qu'a fait le PSG. Et c'est aussi un message aussi qui a envoyé que le foot reste un sport collectif, qu'aucune individualité doit être au-dessus d'un club.
soi-disant, même s'il met 150 buts dans l'année, il peut pas y avoir une personne au-dessus. Et Kylian, on t'embrasse, Kylian. Voilà. Et que t'es le bienvenu sur LBSF. Non, mais c'est vrai. Et qu'à un moment donné, et c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre une personne au-dessus et que c'est du collectif. On n'a pas des gens au service d'une autre personne. Et qu'effectivement, le message aussi qui doit être aussi envoyé et aux autres supporters, c'est-à-dire que si à un moment donné, dans un club, il y a ce type d'attitude, il faut faire pression pour que ces joueurs partent. Parce qu'effectivement, c'est des joueurs qui peuvent être un poids pour un club. Voilà, il y a des joueurs qui peuvent être vraiment un vrai poids. Et quand ces joueurs partent, effectivement, ça crée autre chose, ça crée une autre émulation. Et c'est ça aussi, c'est l'état d'esprit. Après, attention, dans tous les clubs, dans tous les collectifs, toutes les équipes, il y a toujours des individualités qui sont plus fortes que les autres. Exactement, il faut pas tout confondre quand même. Non. Il y a toujours un joueur qui va te faire un exploit, qui va te faire gagner des matchs. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ça, c'est un mythe, ça. Hein. Le joueur qui va te faire un exploit, ça va arriver 3 ou 4 fois dans l'année. Faut le laisser jouer parce qu'il va te faire un exploit. Ça arrive pas toutes les semaines. C'est peut-être les fois là où tu tombes en finale. À part si tu t'appelles Messi, mais personne à ce niveau aujourd'hui. À part si tu t'appelles Messi. C'est peut-être les fois là où t'es en finale et tout. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Moi, je pense que ce qu'il faut surtout l'importance qu'il faut redonner, c'est l'importance du coach. Ouais. C'est le coach qui a le dernier mot et l'importance de la performance individuelle. Exactement. Qui pas les statuts définit si tu joues ou pas. C'est ça. Et pas les statuts. Pas les statuts. Après, je peux comprendre, il y a des statuts. Et pas le nom et pas les statuts. Voilà. Et la concurrence. Et c'est ce qui s'est passé cette année. Et c'est ce qui s'est passé cette année avec Dembélé qui était mauvais en début de saison et qui n'a pas été aligné par Luis Enrique. Et ça lui a fait du bien à Dembélé. Oui. Et ça lui a fait du bien. En fait, ça dépend de la mentalité du joueur. Toujours pareil. C'est c'est à lui de comprendre ou pas. Il a compris. Il a compris. Tant mieux pour lui. Bien sûr. C'est surtout, par exemple, on parlait tout à l'heure du PSG des stars. La différence, c'était qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut, et on en parlera dans le prochain point mercato. Il faut dans tous les clubs, je ne parle même pas que du PSG, je parle n'importe quel club, il te faut de la concurrence saine. Le problème du PSG, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que les gens étaient installés. Tu n'avais pas de concurrence à Di Maria, tu n'avais pas de concurrence à Verratti, tu n'avais pas de concurrence à Messi, à Neymar, à Mbappé, à Cavani. C'est des gens qui étaient installés, et c'était leur club. C'était leur club. C'est vrai. Ils étaient en vacances. C'est vrai. Ils savaient quoi qu'ils faisaient, qu'ils allaient jouer. Il n'y avait pas de concurrence. Et les mecs qui étaient soi-disant de concurrence étaient beaucoup trop faibles, n'avaient pas ce statut-là pour jouer. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et là, je parle vraiment de n'importe quel club. Après, attention, c'est quand même des joueurs, des virtuoses qui ont participé à écrire l'histoire du Paris Saint-Germain. Là, j'ai parlé juste de cette année. Il faut pas oublier aussi que... Là, je parle juste effectivement de ce qui a fait comme disait Marquinhos quand il a pris le trophée au parc, cette Ligue des Champions là, Ibrahimovic aussi est dessus, Verratti aussi est dessus, ils ont tous participé sur le fait que le PSG, durant toutes ces années où peut-être ils n'étaient pas en finale, ils ont écrit en fait l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ils étaient tout le temps en 8ème, tout le temps en quart, tout le temps ils se battaient pour les quarts ou la demi, ils ont été en finale. Voilà. Mais après, je pense que vous dites deux choses différentes. Non, moi je le contredis pas. Ça n'enlève pas non, mais je suis pas en train de te contredire. J'ai que effectivement, il faut qu'il y ait de la concurrence, il faut machin. Il faut pouvoir aussi dire aux joueurs quand ils font des trucs hors foot qu'on apprend dans leur vie personnelle tout ça. Eh ben non, faut avoir un cadre, faut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Exactement. Et surtout, si on là vraiment à parler du poids sportif, il faut avoir cette concurrence. Et après, ça va dépendre des coachs. Et par exemple, on peut parler par exemple du coaching de Tuchel qui avait pour moi l'habitude de pas aussi concerner tous les joueurs, et c'est compliqué quand tu concernes que 12 ou 13 joueurs ou quand tes mecs sont pas là de rappeler un mec qui a pas joué pendant 5 mois, 6 mois, de le faire concerner. Et là j'allais dire Deschamps, et là Luis Enrique effectivement lui a réussi à concerner son groupe de joueurs. Après je parlerai de certains cas plus tard quand on en parlera, mais du mercato notamment. Après c'est Luis Enrique, faut pas oublier. Luis Enrique c'était quelqu'un avant d'arriver au PSG. Luis Enrique, c'est quelqu'un qui avait gagné la Ligue des Champions avant d'arriver au PSG. Mais c'est pas le seul. Non, mais Tuchel et celui qui est parti à Aston Villa, Emery, c'était leur projet, la consécration, c'est vrai. Personnel, de carrière, de coach, mais ça pour se pas montrer, pour gagner la Ligue des Champions. Le coach, d'ailleurs, même. Non, si ça joue quand même. Ça joue quand même parce que Luis Enrique, pour moi, c'est l'une des personnalités la plus importante au PSG. En venant, en imposant sa patte, sa tactique, en mettant ses effectifs, les joueurs qu'il a choisis, qu'il a fait jouer. Mais aussi, s'il y a un truc que Luis Enrique a fait et que pas beaucoup de coachs ont fait,
il a fait une grande pause. Il n'a pas coaché pendant plusieurs années. Hein? Donc il a aussi eu ce recul. Parce que pendant 5-6 ans, il n'a pas coaché avant d'arriver au PSG. Non, moins parce qu'il était à la Coupe du Monde 2022. Sans parler de sélection. Sans sélection. Il a fait le Barça. Le Barça, oui, donc 2017. Après, donc ouais, 2017-2023, 6 ans. Ouais. Après qu'il ait gagné la Ligue des Champions, il a fait l'élimination de l'Espagne contre le Maroc, qui a pour lui c'est un échec, on peut le dire par rapport à l'Espagne. Ouais. Et il a su se relever, donc lui-même aussi, les erreurs qu'il a fait, il a su apprendre de ces erreurs-là, les mêmes erreurs que les joueurs ont fait cette saison au PSG et sur lesquelles il a amélioré l'effectif aussi. Tu vois, donc il y a un côté un peu humain que j'aime. C'est pour ça que je pense que cette équipe, cette année, elle était beaucoup appréciée par les gens en général dans le football. Parce qu'on sentait qu'il n'y avait pas de statut au-dessus, qu'il y avait une hiérarchie, il y avait un coach, des joueurs, un président au-dessus qui parle peu et un mercato intelligent. Il y avait beaucoup de choses de bon sens qui n'étaient pas fait avant et en fait qui étaient nécessaires sans forcément dépenser plus d'argent. Alors on va parler d'un autre sujet et ça va faire la transition sur ce qu'on est en train de dire. Tout ce que vous avez dit là, je suis d'accord avec vous et c'est ce qui a permis au PSG d'être champion d'Europe. Mais maintenant j'ai envie de vous dire les amis, le plus dur commence. Parce que là maintenant les joueurs qui ont gagné... Ils ont un statut, qu'on le veuille ou non. C'est ça. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, Désiré Doué sera plus le même. Dembélé, ce sera plus le même. Tous les Gvara, ce sera plus le même. Forcément, et j'ai envie d'avoir vos avis sur la gestion et notamment au niveau du mercato, qui prendre, comment renforcer l'équipe, tout ça. Mais déjà, il faut gérer tout ça. Ouais. Ce sera plus comme avant. On peut pas. Là, il y a une victoire en Ligue des Champions. Forcément, ça aura un impact sur la suite et sur la gestion d'un groupe, d'un collectif. Donc pour déjà, comment vous voyez ça et ensuite, on parlera peut-être des pistes au mercato et de qui faire partir, qui faire rester. Pour moi, il y a un gros point d'interrogation déjà dans l'effectif, comment il est là maintenant. Et c'est malheureusement, on va dire humainement, le plus gros point d'interrogation dans l'effectif du PSG, c'est Marquinhos. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de Marquinhos ? Est-ce qu'on le laisse titulaire en puissance ? Parce que c'est quand même un joueur, il a posé sa carrière de footballeur, il a donné au PSG. Déjà, il faut reconnaître ça. Il a eu plusieurs fois des demandes au Barça, il pouvait aller plusieurs fois d'aller dans d'autres clubs, il a toujours voulu rester au Paris Saint-Germain. Il a gagné la Ligue des Champions. Est-ce qu'on considère que c'est une fin, c'est un aboutissement ? Est-ce qu'on considère qu'il faut chercher, parce qu'il faut le trouver le décès maintenant, si on le remplace, il faut le trouver, et puis il faut qu'il assure. Parce qu'à côté, il a un Pacho qui a fait une excellente saison, mais une excellente saison. C'est pas non plus un mec expérimenté comme un mec de l'Inter ou je sais pas quoi, tu vois. Donc il faut le trouver. Et puis, la question qu'on avait quand Paris allait mal, dans la rotation de l'effectif, c'était normalement le poste qui devait être doublé, qui l'a jamais été, c'est le poste d'Hakimi. Parce que Hakimi, on a eu de la chance. Alors, les moments où... Zaïre Emery, il jouait à droite. Je pense que c'est ce qui a plombé sa saison. C'est qu'on a remarqué les limites de Warren Zaïre Emery. Toujours dans ce football d'adaptabilité de Luis Enrique qui demande des dépassements de fonction. Désiré Doué a répondu. Barcola n'a pas trop répondu. Désiré Doué a gagné. Parce qu'il peut jouer milieu, il peut jouer ailier, il peut s'adapter. Tous les joueurs qui ont pu s'adapter, Dembélé a pu s'adapter, ils ont tous joué. Si tu peux pas t'adapter à d'autres postes qui est le tien, ça va être dur pour toi dans cet effectif-là. Donc dans les prochains recrutements, ça sera des profils à analyser. Donc le poste de doublure de Hakimi, le poste de Marquinhos, qu'est-ce qu'on en fait ? Et pour moi, c'est les 2 points d'interrogation majeurs. Pour moi, la question du 9, c'est une fausse question. Parce que c'est une 3e solution éventuelle. Pour moi, c'est une opportunité de marché. C'est pas forcément la priorité. Puisque Gonzalo Ramos, tu l'as déjà. La Coupe de France, sûr qu'il reste. Pas sûr qu'il reste. La Coupe de France, faut pas oublier qu'il a quand même marqué ses buts et il a quand même aussi facilité le gain de la Coupe de France. Dembélé répond présent à ce rôle de neuf là. Finalement, bon voilà, pour moi, c'est les 2 principaux points d'interrogation, ça va être ça. La question du gardien... La défense, quoi. Ouais, la question du gardien qu'on a posée toute l'année, Donnarumma a répondu. Beraldo a fini par répondre présent. Le milieu de terrain,
Les mecs s'entraînent, ils font des brésiliennes pendant 5-10 minutes ensemble. Vitinha et João Neves, ils sont sur une autre planète avec le ballon. Donc, pour moi, ils sont inchangeables. Et tout le reste, pour moi, c'est... Quid de Barcola aussi, qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? Est-ce qu'il va vouloir continuer à avoir ce rôle de second couteau ? Est-ce qu'il va vouloir partir ? Faut voir aussi. Moi, je pense qu'il devrait rester, mais ça va être dur pour lui de jouer parce que si Kvara se blesse pas, Désiré Doué se blesse pas, Dembélé se blesse pas, ça va être dur. Après, il a eu du temps de jeu quand même, hein, attention. Hein. Mais ça va être de plus en plus dur. Après, sur les matchs importants, il est pas titulaire, mais il rentre toujours. Ouais, après, faut. Mais pour moi, les deux gros points d'interrogation, ça reste en défense, Marquinhos et la doublure d'Hakimi. Ok. Steven, toi, déjà sur la gestion de l'après-titre, sur les potentiels nouveaux statuts que chacun aura, et après, comme a dit Ismaël, peut-être tes interrogations, tes axes d'amélioration sur l'effectif. Alors, moi, par rapport à ça, je suis pas inquiet. En fait, je me pose, c'est qu'effectivement, il y a je mettrais des nouveaux statuts. Oui, ils ont un statut, bon, je sais pas, par rapport à peut-être une valeur marchande, c'est clair. Mais en même temps, dans le projet du PSG, on a des joueurs qui sont encore très jeunes, qui sont sur leur première ou deuxième année. C'est des joueurs qui vont s'inscrire dans un projet sur au moins 4-5 ans. Enfin, l'idée, en tout cas, du projet de Luis Enrique et du club, c'est de les faire jouer ensemble. C'est l'un des effectifs les plus jeunes. Il faut pas Ils ont 24 oublier, ans de Neves n'a que 19 ans, Ouarzabal Emery, il n'a que 18 ans. Vitinha, je ne sais plus quel âge il a, mais il est jeune aussi, il a 25 ans. Doué, il vient d'avoir 20 ans. Barcola aussi est très jeune. Pacho aussi, il a 22 ans, 22 ans, voilà, qui est assez jeune. Mendes aussi, Mendes a 23 ans. Donc ce sont des gens qui sont encore amenés à jouer. Donc c'est des joueurs qui ne partiront pas. Déjà ça a été acté, la base ne partira pas. Ne partira pas. Et l'idée c'est que cette base qui est jeune continue à jouer encore 3 ou 4 ans. Après, ça serait intéressant. Et les faire monter en puissance. Parce que de ce qu'on peut se dire, ils ont pris un statut. Mais par exemple, Doué a encore une marge de progression qui est énorme. Neves, c'est pareil quand tu le vois jouer. Mendes, c'est pareil. Il y a encore beaucoup de choses. Pacho, c'est pareil. Pacho, je peux te dire, par exemple, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien. Il est très. Moi, j'adore Pacho. Mais j'aimerais que des fois, c'est le gars qu'on voit monter, qui va arriver à faire des longues transversales. Voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler dans son jeu. Il y a encore beaucoup de choses. Ensuite, là, ce qui va changer, effectivement, c'est que maintenant, tu es le PSG, tu vas pouvoir attirer certains types de joueurs. Parce qu'effectivement, en tout cas, qui va rester dans ton projet. Là où je m'intéressais, c'est que, de toute façon, on va regarder déjà la gestion des joueurs qu'il y a eu cette année. Il y a des joueurs, alors là, il faut qu'on remonte un peu retour vers le futur, au fameux mercato que Campos a fait. Donc les joueurs ont disparu parce que Luis Enrique n'en veut pas dans ses plans. Mais il y a encore des joueurs qui survivent, hein. Il y en a encore 2 qui sont encore là. Lee Kang-in et Ramos, qui ne sont pas des choix de Luis Enrique, qui ne sont pas... Après, il y a Dembélé, c'est Campos aussi, non 2023, Dembélé. Oui, qui arrive et tout, effectivement, mais... c'est la seule réussite. Qui arrive, effectivement. Après, si on parle d'avant, il y avait quand même Ruiz. C'est devenu une réussite grâce à... non, mais je parle que du mercato 2023. C'est mercato, effectivement, tu as Dembélé qui arrive. Et en fait, donc, tu as 2 joueurs qui ne sont pas dans les plans, très clairement. Voilà. Mais Lee Kang-in, il a essayé, hein. Voilà, Lee Kang-in, j'allais y parler. Il a essayé, hein. Il a beaucoup essayé. Hein. T'as un joueur, Lee Kang-in, qui donne du temps de jeu quand même à des joueurs qui, je trouve, n'entrent pas forcément dans ce... Non, mais moi je pense que Lee Kang-in, il croyait en lui. Non, mais c'est pas comme un Ramos où il lui donne du temps de jeu parce qu'il faut le concerner. Lee Kang-in, moi je sais pas, Steven, je pense qu'il est d'accord. Il croyait vraiment que ce joueur allait être comme un Désiré Doué aujourd'hui. Il croyait vraiment son potentiel. Et malheureusement, il n'a pas répondu. Enfin, je te laisse terminer. Non, mais c'est ça, c'est exactement. C'est qu'en fait, ce joueur-là, à un moment donné, il était dans la rotation, il avait du temps de jeu. Il est effectivement, c'est quelqu'un aussi qui est très dans les plans. En fait, il est très rigoureux. Il fait bien ses tâches. Sauf qu'effectivement, c'était trop stéréotypé au bout d'un moment, en fait. Ce qu'il faisait. En fait, un coach, il a ses choix. Alors, nous, on peut pas savoir, mais à un moment donné, il disparaît. Il est plus du tout. Il rentre plus du tout en jeu. Et si tu regardes les derniers mois, il rentre plus du tout dans les plans. Il était blessé aussi à un moment. Il doit partir. Lee Kang-in, en fait, doit effectivement. En fait, pour moi, après, je sais pas, peut-être que je me trompe. Pour moi, tactiquement, quand il lit son jeu est un peu trop stéréotypé. Et il était dans une zone où il y avait quand même beaucoup de qualité technique, où il y avait Hakimi qui montait, où il y avait Dembélé qui venait jouer.
Donc, si tu fais jouer un mec comme ça, il faut vraiment qu'il y ait de l'espace autour. Enfin, mais c'est pas mauvais, il a fait des mauvais ça aurait été matchs, mais... beaucoup trop compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu dans ce secteur de jeu. Bien sûr, mais là on le dit maintenant. Oui, on le dit maintenant. Mais quand parce que moi à un moment donné, mais je veux dire, il jouait. Quand il lit, tu l'enlèves pas, tu t'aères ton jeu quoi. Non mais ça maintenant, ça on le dit maintenant. Mais en fait, ce que je veux dire par rapport à Kang In Lee, c'est que Luis Enrique, moi je pense, il croyait vraiment à ce type de joueur-là, parce que techniquement il est bon, il a un bon pied, il dribble, il est assez technique, mais effectivement comme tu l'as dit, c'est trop scolaire, c'est trop stéréotypé. Il fait souvent les mêmes choix avec le ballon. Ouais. Et d'ailleurs il y croit en lui parce qu'il ne fait pas partie des lofters. Hein. Il fait pas partie des indésirables parce que justement on repart avec lui et il rentre dans les points et tout. Sauf que il disparaît, il rentre plus. Là il est pas rentré en Ligue des Champions. Lui effectivement c'est un joueur, en fait c'est un message qu'on a envoyé. Effectivement, et là c'est ce qui va se passer sur le mercato. Là les offres sont ouvertes, des clubs sont intéressés, notamment en Première Ligue. Il faut qu'il y aille. Ramos c'est pareil. Ramos ne sera pas retenu. Dès le départ. Gonzalo Ramos ne sera pas retenu. Pourtant, lui, effectivement, pareil, hein, c'est un bon soldat. Il l'a quand même apprécié parce que voilà, il a donné du temps de jeu. Mais effectivement, il rentre pas dans le plan de Luis Enrique. Donc lui aussi, c'est un joueur qui doit. Alors que lui, pour le coup, c'est un joueur de collectif. Il a le sens du sacrifice. Ouais, mais c'est pas que ça. C'est pas là pour le balle au pied. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu vois, par exemple, je parlais tout à l'heure de la cible de Julian Alvarez. Bah voilà, tu compares avec. Voilà. Non mais voilà, c'est à peu près déjà tu compares avec donc tu peux tout avoir mais c'est des joueurs qui doivent partir. Après si on revient sur le mercato, si on parle des arrivées l'année dernière, c'était une réussite. Par contre au niveau des départs, Campos c'est une catastrophe. La gestion des départs, alors là on a vu que maintenant c'est comment il s'appelle, Antero Henrique qui a été mandaté pour faire les départs en cas comme ça que ça se passait. Je sais pas cet été sera aussi pareil, mais là les questions des retours entre Renato Sanchez, Mukiele qui reviennent, Skriniar qui revient, oh là là, Solaire ça a été une catastrophe, un échec, parce que Solaire doit être vendu de base. Et c'est un échec total parce qu'il n'est pas vendu, il n'est que prêté. Donc ça, Campos. Colomboigny aussi. Colomboigny qui doit revenir. Ça, c'est pas forcément lié à Campos, c'est vu leur salaire qui est astronomique. Mais qui son travail de vendre des joueurs. Tu vas me dire d'arriver, il faut aussi vendre. Je veux dire. Non, mais qui va acheter un salaire comme ça? Mais qui donne les salaires? Peu importe, ça c'est. Ça n'a rien à voir avec du scouting. Donc là aujourd'hui il va falloir. Non, c'est pas du scouting, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand t'es directeur sportif. Campos c'est son taf de faire du scouting, de trouver des joueurs. Mais de les vendre aussi. Un directeur sportif fait les deux. Non, je suis d'accord avec Steven. Un directeur sportif fait les deux. Si tu les fais venir et que c'est un échec. Mais qui vend les joueurs? Bah il faut trouver un acheteur. Non mais un directeur sportif, c'est à toi d'aller vendre des joueurs. C'est ton agent qui propose des joueurs. C'est pas ton agent, c'est l'agent du joueur. En fait, ton agent peut proposer. C'est pas le club. C'est l'agent du joueur qui cherche un acheteur. Non, en fait, comment ça se passe? En fait, par exemple, t'as le club. T'as un club qui te donne une liste de joueurs, par exemple, qui envoie des listes. Par exemple, Chelsea, l'année dernière, l'a fait. Ils ont envoyé une liste à plein de clubs en disant voici nos joueurs qui sont disponibles. On vous les propose. Ça se fait aussi comme ça. Donc PSG peut très bien proposer et comme ça se fait aussi. T'as ton agent qui peut aller aussi te proposer. Mais t'as ton directeur sportif. Mais ça, déjà, ça marche. Ça marche très peu comme ça et quand ça marche comme ça, c'est parce que les salaires ils sont bas. Non mais c'est pas une histoire il y a une histoire de salaire mais ton joueur non mais en fait le directeur sportif il ne fait pas venir des joueurs. Ton directeur sportif là moi je suis en train de te mettre le doigt sur le problème. Le problème c'est les salaires. D'accord mais ça d'accord, je suis pas en train de te parler du fonctionnement mais moi je suis en train de te dire le problème de pourquoi le PSG ne vend pas, c'est pas lié à Luis Campos, c'est lié au salaire des joueurs qui sont trop élevés. Et les joueurs n'accepteront jamais de baisser leur salaire. Mais ça, c'est pas. Alors, c'est ça, on parle de deux choses différentes. Au PSG, on parle de choses différentes. Moi, je parlais déjà en termes j'en parlais de qualité de mercato. Je dis sur les arrivées, il n'y a pas de problème. Mais sur le départ, c'est une catastrophe ce qu'a fait Campos. C'est son taf. À un moment donné, là, cette année, par exemple, là, je te parle des joueurs qui arrivent. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils partent. Ensuite, c'est son problème. C'est son problème de gérer ça. Il est directeur derrière, il est mandat. Il y a une théorie, mais ça, c'est leur problème. Tu crois que Nasser, il va leur dire quoi? Il va dire oui, mais les mecs sont trop payés. Mec, il est payé pour ça. Il est payé pour faire partir des joueurs et en faire venir. Non, mais l'une des solutions. C'est ça. L'une des solutions. Après, les solutions, c'est encore autre chose. Non, mais l'une des solutions à faire partir des joueurs avec des salaires qui sont trop élevés, tout le monde le connaît, c'est de faire prêter des joueurs et d'espérer ensuite que ça fonctionne bien et que derrière ça fonctionne bien et que le club est convaincu. Donc, c'est ce que je te disais au début. C'est le club acheteur qui décide d'acheter. C'est pas le club vendeur qui décide de vendre. C'est le club acheteur qui décide d'acheter et qui est convaincu par les performances du joueur et qui renégocie ensuite avec l'agent le salaire
pour essayer avec le club. Enfin, en fait, tout va se négocier. Ben non, mais ils vont négocier le salaire du joueur avec le joueur et avec l'agent du joueur. Oui. Ils vont pas parce que le club est vendeur et il est vendeur, c'est tout. Après, qu'est-ce que tu veux faire de plus à part les performances du joueur? C'est les performances du joueur qui vont décider s'il part ou pas. C'est pas juste parce que c'est son nom. C'est les performances du joueur. Exactement. Donc quand tu le prêtes, ça se passe bien. Le club acheteur va vers l'agent pour savoir est-ce qu'on peut essayer de gratter, de négocier parce que le salaire là il est trop élevé ou pas. L'agent il voit avec le joueur, etc. Et là après ils finissent par l'acheter ou pas. Mais le salaire des joueurs du PSG qui est partagé entre le club vendeur et acheteur est trop élevé. Donc c'est pour ça qu'ils vont chercher des clubs en PL. Parce que même en fait il faut trouver des clubs en PL parce qu'il n'y a que ces clubs là qui arrivent à prendre, tu te rends compte, la moitié du salaire. Il n'y a que les clubs en PL. Non, mais et il faut que ces clubs-là puissent ensuite acheter les salaires restants de la fin du contrat. Non mais attends, là c'est le minimum. Non mais il y a plusieurs choses. Par exemple, je te parle du minimum. Si on parle le cas de Skriniar, il est prêté. Je te parle du minimum, je te parle pas d'indemnité de transfert. Attends. Et je te parle pas des clauses qu'il y a dans le contrat. Bien sûr. Mais par exemple, tu prends un cas comme Skriniar. Skriniar il va revenir. Skriniar, effectivement, le club veut le garder. Le club veut le garder. Non mais Skriniar c'est différent. Et Skriniar a un bon salaire. Non mais Skriniar. Et donc il va se passer quoi? Il y aura une négociation entre les deux clubs. Mais Skriniar c'est différent. On peut dévaluer sa valeur parce que tout le monde sait qu'il a un problème au dos. Donc là déjà il y a une RQTH et il y a une RQTH. Non mais là c'est différent déjà. Chaque cas est différent. Tout le monde sait qu'il a un problème au dos et que ses performances en pâtissent. Bah ouais mais. Non mais attends. Non mais ce que tu dis c'est que en fait ce que je vais t'expliquer. Ce que je t'explique c'est qu'en fait on parle de deux choses différentes. Je te parle déjà dans la fonction de direction. Ensuite le comment c'est encore autre chose. Je dis que dans tous les clubs, le rôle d'un directeur sportif, c'est de faire revenir des joueurs très bien, mais tu dois aussi les faire partir. Et que quand tu es jugé sur un mercato, tu es jugé sur les deux. Le fait que tu fasses arriver des joueurs, et c'est très bien, par contre, tes départs... Mais tu veux en venir où finalement Non, tu veux dire que, effectivement, là je veux dire que sur le mercato qui va arriver, c'est qu'en fait, beaucoup de joueurs vont revenir. Effectivement, il y a des postes qui sont ciblés prioritairement au PSG, qui est un défenseur central axe droit. Donc effectivement... Donc le poste de Marquinhos. Parce que Marquinhos, il doit partir... cette saison ou pas. Alors Marquinhos pour le moment en tout cas voudrait faire une saison de plus pour la Coupe du Monde. Bon, pourquoi pas? Moi je pense qu'il faudrait... il y a ça aussi, l'aspect Coupe du Monde. Donc moi je suis plus pour qu'il parte cette saison. Mais bon, après pourquoi pas. Mais dans tous les cas c'est une priorité pour le PSG, un axe droit. Il y a une priorité qu'effectivement un latéral gauche, latéral droit aussi et au milieu de terrain. Et effectivement là je te rejoins, le PSG pour l'instant n'a pas de priorité en attaque. Sauf opportunité. Aujourd'hui, c'est la feuille de route du PSG sur ce mercato. Mais pour faire ce mercato-là, parce que effectivement c'est comme ça, il va falloir vendre. Il va falloir qu'un Skriniar parte, il va falloir qu'un Soler parte, il va falloir qu'un Renato Sanchez, et alors lui c'est RQTH, packing, tout ce que tu veux. Et Benfica, j'ai vu que Benfica voulait le... Non, ils veulent pas. Ils ont changé... il est trop essayé. Il faut qu'il revienne. Soler, qui pour moi c'est un gros... Mais bon bref, et je sais que ça avait beaucoup tremblé cette histoire, parce que normalement ça aurait dû être une vente, mais bon, Soler va revenir aussi. Ouais. Et il va falloir que ces joueurs partent. Mais celui qui a la plus grosse valeur marchande dans tout ça, c'est Kolo Muani. Hein. Et Kolo Muani aussi, il va falloir qu'il parte. Parce que c'est celui qui, entre guillemets, a le mieux réussi son prêt. À part à la fin, là. Avec mais non, en fait, ça a bien commencé. Milieu, il a plus joué quand Tudor est arrivé. Mais sur la fin, il est revenu et c'est même lui qui a marqué le but décisif qui a qualifié la Juve en Ligue des Champions. Donc, il a, je crois, 7-8 buts avec la Juve en une demi-saison. C'est pas mauvais. Donc, peut-être déjà capitalisé sur sa vente parce que je pense que lui il trouvera en première ligue il trouvera un club. Moi, j'ai pas d'inquiétude pour Kolo Muani. En plus c'est un international français titulaire en équipe de France, donc pour moi c'est pas l'inquiétude du PSG de trouver des clubs aux joueurs qui veulent vendre parce que ils peuvent les reprêter ailleurs, tu vois. Non mais après là on veut des ventes secs en fait. Là on veut des ventes. Ça dépend ce que tu veux. Ça dépend ce que tu veux. C'est ça que je voulais dire. Mais ça dépend ce que tu veux. Il n'est pas obligé de vendre pour acheter. Non, ils peuvent très bien acheter sans forcément avoir vendu des joueurs. T'as pas le choix, t'as le fair play finance, t'as pas le choix. Mais t'as pas le choix. Ils ont baissé leur masse salariale avec oui, mais là t'as pas le choix cette année. En fait, t'as pas le choix cette année, t'as le fair play. Donc toi, tu vas regarder tout le monde et refaire. Non, t'es obligé. Quand tu les reprêtes. Non, mais même au-delà, Isma, au-delà du fair play financier qui effectivement est une variante à pas mettre de côté, mais au-delà du fair play financier, non, mais au-delà de ça, c'est juste une gestion d'effectifs en fait. Tu peux pas garder tout le monde comme ça. Voilà. Mais c'est ce qui va se passer dans certains cas, vous allez voir. Après, ça dépend. Un Solaire, il est pas sur sa dernière année de contrat.
Solaire, faut voir. Parce qu'il est arrivé en 2022. Ouais, Après, ça je pense dépend que s'il a ça signé va. 4 ans ou 5 Parce ans. que l'idée c'était d'avoir un transfert pour lui. Il doit peut-être lui rester 1 an, hein, peut-être. Ah, sais mais plus. je crois qu'il est sur sa dernière année de Peut-être contrat. Il est faudrait récent. regarder. Y a- Même Sanchez, hein, il est arrivé en 2022 aussi. Alors, Après, s'ils sont sur la dernière année ou s'il lui reste 6 mois, voilà, Après, il va pas rester beaucoup Après, de salaire à acheter. Pour parler aussi du mercato départ du PSG, il faut savoir que le PSG est aussi ouvert au départ aussi de certains cadres. C'est-à-dire que le PSG ouvre le départ de Kipembe, de Hernandez. Kipembe, ça c'est une Kipembe, fraude c'est aussi normal. en termes de salaire aussi. Et Hernandez aussi, donc Lucas Hernandez, le PSG en tout cas ne fermera pas la porte à un départ Lucas Hernandez. Ramos et Kangili. Donc déjà on a 4 joueurs. Bon alors on va mettre 3 qui ont déjà une bonne valeur marchande. Parce que là, si tu laisses Tu vois partir Hernandez, Kipembe, Skriniar, D'accord, c'est bon. il faut 2 défenseurs. Mais non, faut t'as recruter. Beraldo. T'as Beraldo en fait déjà. Oui, T'as besoin seulement de 4 défenseurs. Hein. Ouais, un peu plus, je pense, non? Non, Peut-être 5. 4 en centrale. 4 décès, hein. Bah oui, ça suffit. 4 décès, ça suffit. Ouais. Bah si, t'as Marquinhos, Beraldo, Pacho, Marquinhos- et il faut recruter un Donc axe droit. Marquinhos resterait encore. Après, s'il reste, voilà, c'est ça. Et par contre, t'as aussi le Mukele aussi qui revient. Donc Mukele, T'as il Nardi faut qu'il parte. Mukele aussi. T'as Nardi Mukele, il faut qu'il parte. revient Donc aussi. à un moment donné, tu vois qu'il y a un embouteillage, il faut que les mecs partent. Parce Ouais. qu'eux-mêmes vont pas jouer. En fait, le plus gros chantier, il est en défense. Et donc c'est pour ça que moi sur le mercato, ce que j'attends, alors effectivement sur les arrivées, j'en attends 2-3. Et bon, voilà, je pense qu'ils savent et je vois à peu près les joueurs qui sont ciblés. Mais surtout, c'est les départs. Gonzalo Ramos, effectivement, il a une valeur marchande. Le PSG peut le vendre très bien. Kangini aussi, Hernandez aussi, Skriniar aussi. Donc il y a des joueurs qu'il va falloir pour les moi, vendre. le chantier, il est que en défense au niveau du. Non, au milieu de niveau terrain du aussi. PSG. Ah non, au milieu de terrain. Au milieu de terrain aussi, il va falloir recruter au moins 1 ou 2 pour préparer aussi. Parce que, ah bah vas-y, au milieu de terrain. T'as Seni Mayulu aussi, hein, attention. T'as hein. Seni Mayulu aussi, effectivement. T'as Warren, Zaire Emery. Ouais, Zaire, quid de Zaire Emery, Je sais pas s'il va rester. Mais voilà. Bon, en tout cas, Mais ça peut être, si jamais il est pas Ouais. content, Parce que il a là, prolongé récemment, ça peut Parce que là, ça t'as peut peut-être quatre, être une voire, belle vente aussi pour le T'as PSG. 4 voire 5 milieux de terrain Bah, déjà dans l'effectif. Là. Sanchez, il est en contrat jusqu'en 2027. Oh, putain. PSG. Ah, il a bien négocié sa Campos, il nous a prolongation. tué avec lui. Ouais, 5 ans. Hein. Et Oh Carlos là là. Soler, je vais vous dire ça tout de suite. Oh là 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 là. Oh là là. Carlos Soler. Soler. C'est jusqu'à quand la crème solaire Putain, l'OM, là, Est-ce que ça va dépasser l'été ou pas la crème solaire? Non, Oh là non, là. j'ai pas- 2027, hein, le gars, il peut rester là tranquille chez lui, mini-golf. Oh là là. Pourtant, là il là. avait fait des bons matchs avec Benfica à la fin. Ouais, mais C'est après- juste la finale. Je crois que c'est le dernier match. C'est la finale qu'il n'a pas pu jouer parce qu'il a eu une rechute. Ouais. Et c'est Une des- énième rechute. C'est des joueurs là comme ça, il faut aller, Des joueurs en vert là. bye bye quoi. Là il y a pas le choix. Et Solaire aussi, il faut qu'il parte là. Bah, Oh là là. c'est justement c'est la question pourquoi tu les as recrutés quoi. Enfin, Ah, ça, Après, c'était une autre c'était politique des sportive à l'époque quand ils ont Skriniar signé. et Renato Sanchez, ouais, c'est. Bah, ils sont pas arrivés en même temps, mais Ils sont pas oui, arrivés en même c'est. temps, mais c'est le même principe quoi. Tu recrutes un mec qui tu sais qu'il y a Surtout que t'es déjà tout le temps blessé et tout. des Renato Sanchez, j'ai difficultés pas compris, là. physiques quoi. C'est avec Galtier, ils ont dit oh non mais franchement c'était n'importe quoi. Oui, oui, bon, après voilà. mais voilà, Juste, on termine avec Ça, toi, c'était Steven, pas- sur le ouais, mercato. ouais, Après, la on passe fin de au la Ballon d'Or. oui. Ok, Steven regarde. termine. Non, et voilà, 2027 aussi. 2027, oh là là. Donc, 2027. voilà, j'ai qu'en Tu vas fait, le reprêter. les chantiers sont en attente. Donc, je sais pas cette année. Alors, l'année dernière, c'est ce qui s'était passé. Hein. À un moment donné, Ettore Henrique avait un mandat pour gérer les départs et Campos seulement les arrivées. Mais dans tous les cas, peu importe qui va gérer ça, il va falloir gérer cette histoire de départ. Au milieu de terrain, quand je dis milieu de terrain. Dans les prêts, j'ai oublié de préciser aussi, il y a option d'achat ou sans Ouais. option Et d'achat puis il y a aussi. les jeunes aussi, il y a Ousni aussi. Il y a obligation Ouais. d'achat et Colomani, il y a une obligation d'achat dans son prêt ou pas? Non. Non. Ah bah donc Non, non. il va revenir jouer. Oui, il ça, revient. ça va être l'attaquant qui manquait dans l'effectif. Ben non, À parce la qu'il place de Gonzalo Ramos. Il rentre pas dans les plans. mais de toute façon, même Colomani, il va il en pas. veut pas Luis Enrique. Ouais, mais Bah même non. Colomani, il veut pas. Enfin, il a une carrière internationale, il Ok, veut jouer. bah, Tu bah, vois, il c'est. veut- Voilà. Hein, je Non, pense mais qu'il on rentre trouvera dans les plans, il trouvera un club en première ligue, Hein. je pense. Et en fait, quand je dis milieu de terrain, il faut savoir que comme on est sur un système polyvalent, effectivement, il lui faut un milieu de terrain, déjà un milieu, vraiment au milieu qui va jouer pas parmi les trois. Il va falloir aussi un milieu qui va plutôt être, qui va pouvoir concurrencer au niveau des ailiers aussi. Parce que là, t'as que Barcola en fait. Mais il manque encore un autre si tu veux doubler les postes. Oui, Donc il manque encore un milieu de terrain. oui. Donc, Pourquoi parce que si Pour Kangeli- remplacer Barcola. Non, pour en concurrencer. En Bah, fait, pour concurrencer Barcola, t'as Guevara. oui, et de l'autre côté, t'as Doué, t'as qui d'autre? Parce que Bah- si tu prends du principe que Kangeli bouge, Ah oui. donc bah oui. là aussi il va falloir que tu rajoutes en fait Bah, de toute quelqu'un. façon, Et au milieu de terrain, c'est pareil. À droite, ouais, Au normalement. milieu de terrain, normalement, il t'en faut au moins 6. Il te faut 6 milieux de terrain. Donc, tu as tes 3 titulaires. Tu rajoutes Zaire Emery. J'ai toujours du mal avec Warren, ça. Zaire Emery. Voilà. Et il t'en faut au moins un encore.
tu vois. Il joue Ouais. quel poste, Mayoulou? Et Mayoulou, il est Milieu militaire aussi. Donc il t'en manque au moins un si tu gardes Mayoulou. Sachant que Beraldo, il n'était pas exclu à un moment donné qu'il soit prêté. Je pense que cet c'est pas hiver, une il y a bonne eu une idée. discussion cet hiver-là. Moi, je pense, à mon sens, Faut le garder. c'est moi personnellement, je pense qu'il n'est pas encore vraiment au niveau, à mon sens. Non, mais c'est un bon Beraldo, genre de rotation. Enfin, voilà. Je Mais pense qu'il fait le nombre. Il peut y avoir Et, mieux, mais effectivement, s'il part Il pas, fait le nombre. il fera ça, le tu nombre vois, il pour, faut des joueurs comme ça aussi. C'est hein. ça, oui, bien sûr. Ouais, Il fera le nombre, il important. gêne pas, il n'y a pas de Voilà. problème. Quoi. On va conclure l'émission parce qu'on a beaucoup parlé, c'est Ouais. très bien. Mais juste, on va conclure l'émission avec un petit mot sur la course au Ballon d'Or. Voilà, la course au Ballon d'Or qui fait beaucoup parler. Voilà, Dembélé notamment et certaines déclarations, notamment en équipe de France, hein, où il n'y a pas eu un soutien net vis-à-vis d'Ousmane Dembélé. Déjà. Sur l'idée de Dembélé Ballon d'Or, alors je vais donner la parole à Isma parce que c'est quand même c'était un débat historique dans le Bisport. 2017, septembre 2017, signature de Dembélé au Barça. Voilà, Dembélé, c'est un tout droit, ce n'est pas un crack. Voilà. Oh là là. Et les années je suivantes- crois que Riyad et Momo voulaient te tuer sur Ah, dans le studio. Après, c'est vrai que Et les années après cette déclaration-là. effectivement, on pouvait ça a que été compliqué. le sérieux de Dembélé, Non, mais toi, t'as remis en cause ses capacités footballistiques. T'as pas parlé de son non, efficacité. j'avais parlé de son- T'as parlé de ses capacités footballistiques. J'avais parlé de ses C'est ça capacités physiques. Non, Et et de son footballistique. Et Et footballistique J'avais aussi. parlé de la déclaration du préparateur physique de Rennes qui disait que Et c'était qu'il a pas des... quelqu'un de sérieux. Non, t'as dit il avait des Si. petits mollets. bah oui, bah voilà, voilà. non, mais Bah c'est voilà, pas un- c'est ça que Non, je dis. non, non. Bah Et voilà. t'as douté de ses capacités Bah voilà. footballistiques en disant que c'est un mec qui pousse le ballon tout droit et c'est tout. C'est Ah, ça, exactement. voilà. Mais attends, Ce qui n'était pas vraiment le cas. Mais attends, aujourd'hui, c'est une transformation de Dembélé. C'est plus du tout le même Dembélé. Non, mais à Dortmund, Dembélé que était quand il y a- très bon à que- Dortmund. que- que quand il y a Voilà, eu- donc Isma, pour lui, à Dortmund, c'était pas ouf. Ah ouais, non. Voilà, Oh c'était non, ça. j'ai pas dit ça. Oh là là, j'ai pas Attends, dit ça. Moi, est-ce j'étais qu'il pas existe là, encore on le était pas débat là, J'ai pas dit ça. Je t'enverrai le lien du débat, Steven, Ah, s'il est ok. encore là. Parce que je crois que Isma, il assume pas tout. C'était un profil de joueur qui était assez stéréotypé à l'époque. Voilà, c'était un joueur qui Isma- prenait le ballon Isma et sous qui allait dreadlocks. tout droit. Isma sous dreadlocks. Isma sous dreadlocks. Mais C'était. du coup, toi, le ballon d'or cette année, toi, tu le. Commence pas avec ça. Ah, non, mais- Toi, Non mais là, tu là, veux c'est, le ballon là c'est pas du tout le même joueur. Là, ça n'a absolument rien à voir. L'épisode du Barça à aujourd'hui, c'est la transformation de Dembélé. Et ça, il peut remercier Luis Enrique, son replacement et le travail tactique qu'il a fait. Ça n'a absolument rien à voir. Il a travaillé aussi avec un. Les scènes de tout seul. Dembélé, quand il écoutait les consignes de Didier Deschamps au vestiaire en mangeant une pizza, là, on n'est plus du tout sur le même Dembélé. Non, Je non, vais pas mais là, me dire que t'es- Dembélé, non, mais ça là, a toujours été le c'est mec hors sérieux, là, c'est hors exemplaire contexte, là. du football. Le truc C'est de pas la du tout hors pizza, il contexte. était C'est pas blessé, du- il était. Ah Oh, voilà, bah non, alors, ça n'a donc rien tous à les voir. joueurs de foot qui sont blessés, C'était récent. ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais c'est en- rien ça, la Ouais, pizza ouais, qu'il ouais, mange, ouais, il ouais, mange, il fait quoi? Mais il a le droit de manger, c'est quoi le problème? Mais il a le droit de manger la pizza, qui lui a donné la pizza? Et qui lui a donné la pizza? C'est un membre du staff de l'équipe de France. Il est obligé de manger une pizza. Mais Il oui, est obligé mais de manger une elle est... pizza pendant que quelqu'un y parle. Bah Mais oui, mais alors- le match a été fini, Isma. Et alors Mais tu sais, ils font quoi les joueurs après les matchs? Ils mangent après les Ah, mais matchs. si c'est normal qu'il le fait, pourquoi les autres ils le font pas alors? Mais je sais pas moi, Pourquoi on mais... a jamais grillé les autres le faire. Donc là c'est un truc de ouf là. Là le fait qu'il a mangé une pizza c'est un truc de ouf. Sérieux. Mais arrête n'importe quoi C'est un Isma. manque de sérieux. Mais non ça n'a rien à C'est un voir. manque de Mais sérieux. tu mélanges tout C'est là un Isma, tu mélanges exemple tout. que Non comme non quoi, mais là c'est tu un mélanges manque tout. Non, mais arrête, Là que sur non, cet c'est pas- exemple non, tu je mélanges suis tout là. d'accord. Là, Je il suis est pas pas plus d'accord. sévère que moi. Alors là. Non mais surtout qu'en fait la pizza qu'il mange, là, je vais vous expliquer parce que je crois qu'apparemment Isma il est pas au courant. C'est un exemple. La comme pizza tout qu'il mange, autre acte c'est qui ramené fait- par le staff de c'est- l'équipe de c'est France. comme Donc lui. c'est des pizzas qui sont là Il est pas à obligé de disposition. demander, il est pas obligé de à l'accepter, il est pas obligé de Ouais, mais demander le- pendant que attendez. le coach donne les consignes. Mais il donne pas les consignes, c'est la fin de match Isma, le match il est fini. T'es en train de parler, je vais manger une pizza devant Oui, toi. mais Isma, frère. c'est le. Faut arrêter. Oui, le même match il est ça. fini. Isma, le match il est fini. Dans Non, tous mais les laisse cas. Il est fini tomber. le match. Il est Laisse fini. tomber. C'est la fin Donc du match. t'aurais voulu qu'il boit de l'eau Heureusement que quoi. Le match il est fini. tous Il les boit joueurs de sont dans l'eau. le vestiaire, Donc il est si- en train de jouer le match. S'il a vu Ils allaient bu de l'eau. Le manger. match, il est fini. Bah, heureusement Non mais que le match, Isma il est arrête. fini. Et là, Isma, tu il faut aller mélanges dans le tout, là. vestiaire. Non, mais ils allaient manger la pizza. C'est les autres. un exemple. Ok. C'est un exemple. Non mais il est mauvais ton exemple Non, Isma. mais C'est pas un du exemple. tout. C'est un exemple. Mais non c'est Comme pas. quoi, le mec n'est pas sérieux. Arrête C'est de un dire ça, exemple c'est comme pas. quoi, le mec. Oh là là. Dans tous les cas, Mais il est laissez-moi- sérieux. Mais laissez-moi finir de parler. Oh là là, vas-y C'est termine, un termine. exemple comme quoi le Termine. mec mange mal et ça justifie
sont voilà le fait de mal s'entretenir et la conséquence c'est qu'il s'est souvent blessé. Mais tu sais c'était quand l'histoire de la pizza là ? La conséquence c'est après tout ça, je sais. C'est après. C'était cette saison. C'est cette saison. C'est après l'épisode du Barça. C'était cette saison. Je sais très bien. Mais ça montre les raisons pour lesquelles mal s'entretenir. Ça prouve qu'après, tu te blesses souvent. Et c'est ce qui s'est passé avec Dembélé. Je peux finir. Et c'est pas parce qu'on l'a pas vu faire avant qu'il le faisait pas en fait. C'est alors, ça qu'il faut se dire. Juste pour ton histoire de pizza, moi je lâche pas là-dessus parce qu'en fait c'est un mauvais exemple. Parce que l'histoire de la pizza c'est cette saison et ça ne prouve en rien son manque de sérieux. Au contraire, au moment où il y a cette vidéo de la pizza, c'est le moment où c'est cette saison au PSG où il montait en puissance et la vidéo tu la comprends mal, c'est hors contexte et c'est dans un contexte où Deschamps fait le discours de fin de match où t'as des pizzas à disposition. Il était malade ce jour-là. Tu vois, il est en doudoune, tu vois, les autres, ils sont tous en maillot. Lui, il est en doudoune, il a la capuche, il mange la pizza, on est en fin de match, il est malade, il a pas joué le match, il a le droit de manger. Donc, ça n'a rien à voir avec les histoires de sérieux ou quoi que ce soit. Pour moi, ça n'a rien à voir. Après, sur le fait qu'il a pas été sérieux tout au long de sa carrière, ça, oui, effectivement, au Barça, il se blessait beaucoup. Il avait je crois il y avait une stat où il y avait même une saison, il avait raté 200 jours, je crois, de matchs, j'allais dire de saison régulière. Moi, je suis dans le basket, mais de matchs de saison où effectivement il n'était pas sérieux. Et là là-dessus, pour moi, elle symbolise, j'abandonne. Toute la période d'avant du Barça en fait. On dirait un sociologue du sport. J'abandonne. Ah non mais vraiment, c'est comme si tu me montrais aujourd'hui une image d'un joueur comme Verratti ou Neymar en train de faire le bordel et le machin et tu dis non mais en fait cette image là il faisait le bordel, c'est hors contexte, ça n'a absolument rien à voir avec la période du PSG où il jouait avant parce qu'à ce moment-là j'ai essayé d'expliquer mais ça veut pas. Non, je vois pas du tout. Non mais tu vois ce que je veux dire. Là t'es en train de me dire que c'est après qu'il était malade et que en gros le match était fini, que les consignes étaient finies. Mais c'est un contexte. Tu peux pas analyser une image en ayant la mauvaise compréhension en fait. Tu peux pas utiliser cette image comme exemple pour démontrer un argument qui est vrai pour Dembélé à l'époque, mais tu peux pas prendre cet exemple là aujourd'hui parce que c'est pas l'image d'aujourd'hui, ça ne reflète en rien l'explication que tu donnes en fait. Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre qui le fait alors ? Mais je viens de t'expliquer pourquoi. Mais je vais lui expliquer pourquoi. J'ai dit qu'il était malade, qu'il avait pas joué ce match. Tout ça, je t'ai expliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Il a eu un repas partagé. Non mais il y a déjà eu d'autres joueurs qui étaient malades. Il y a déjà eu d'autres joueurs. Non, laisse tomber. Le Ballon d'Or. Comme par hasard, ça tombe sur oui, le Ballon d'Or. C'est sûrement un hasard. Allez, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, toi, cette année, Dembélé. C'est sûrement un hasard que cette fois-ci. Le Ballon d'Or. C'est pas grave, on sera pas d'accord, c'est pas grave. Du coup, sur Dembélé Ballon d'Or. Bah écoute, moi Dembélé Ballon d'Or. Pour le moment, il part, il est assis à la bonne table. Il est assis à la table des joueurs qui sont éligibles au Ballon d'Or cette saison. Après, avec qui il est en concurrence ? Avec Lamine Yamal. Maintenant, on va voir comment ça va se passer jeudi soir. Mais pour moi, le match de jeudi soir, c'est pas du tout. Oui, c'est pas un tournant. C'est pas c'est pas un tournant. Contrairement à la déclaration que faisait Lamine Yamal aux journalistes espagnols, comme quoi disait on verra jeudi soir qui va gagner le match et qui fera une bonne prestation. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Dembélé, pendant qu'Mbappé était en forme. En équipe de France, et notamment Didier Deschamps avait longtemps mis en avant le fait que Mbappé pouvait gagner le Ballon d'Or. Il le fait pas avec Dembélé. Pour moi, c'est révélateur de quelque chose. Déjà il a pas la même estime de Dembélé que par rapport à Mbappé. Après, je peux le comprendre, Mbappé lui a beaucoup sauvé les miches. Et c'est vrai que l'histoire en équipe de France de Mbappé, elle est 100 fois supérieure à celle de Dembélé. Mbappé a fait 10 fois plus en équipe de France que Dembélé, faut dire la vérité aussi. Il a répondu présent plus de fois en équipe de France, Mbappé, que Dembélé. En tout cas, son histoire le prouve. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Et ça joue aussi dans le prisme de Deschamps. Peut-être aussi, il n'a pas la même relation avec Dembélé
Dembélé, et peut-être que Deschamps ne considère pas Dembélé comme peut-être un franchise player. Je prends les termes NBA, mais pour dire, il considère pas Dembélé vraiment comme un leader d'attaque, quelqu'un qui pourrait vraiment porter une attaque et être, alors qu'il l'a fait au PSG cette année, mais dans le prisme de Deschamps, peut-être qu'il voit pas Dembélé comme ça. Moi j'ai lu les propos de Deschamps. Alors Deschamps, ce qui est marrant, des fois il essaie un peu de sa communication, des fois il essaie de la travailler, tout ça, mais pour avoir le moins d'interprétation possible, mais finalement c'est l'inverse qui se passe. Et moi je vois plusieurs choses dans sa communication. La première, c'est que pour moi, je pense déjà qu'il ne veut pas se froisser un de ses cadres. J'ai l'impression qu'il n'a pas voulu froisser l'un de ses cadres, en tout cas. Il s'est déjà froissé avec lui, toi. Ouais, mais là, en tout cas, sur cette déclaration et sur ça, il n'a pas envie de le faire. Et en même temps, en ne voulant pas choisir l'un de ces deux joueurs, ces deux attaquants, et en même temps, on peut se dire, mais en ce qu'il a dit, peut aussi froisser du coup Dembélé, parce qu'il a commencé à dire, c'était pas un soutien, mais en même temps, il a commencé à, quand il a dit, il a parlé aussi de d'autres joueurs, en disant, mais pourquoi pas Rafinha, pourquoi pas Lewandowski. Oui, c'est ça, il a même pas été chauvin en fait. Voilà. Il a même pas été chauvin et c'est limite, il a gagné la Ligue des Champions, mais bon, il n'y a pas que ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il a essayé de minimiser un peu. Alors que l'année où Mbappé fait finaliste de la Coupe du Monde, ou autre, et ben là, à ce moment-là, il était à fond. Là, ça le concernait directement aussi. Bah ouais, mais bon, il a été comme ça. Donc c'est vrai que là, on pourra toujours leur reprocher cette double communication, et pourquoi pour l'un et pourquoi pas pour l'autre. En même temps, on peut se dire aussi, et c'est cette histoire de Ballon d'Or. Alors, il y a plusieurs choses qui entrent là-dessus. Il y aura aussi le côté un peu chauvin, comme tu as dit. Il y a eu toute cette campagne de Ligue des Champions qui a été faite. On a beaucoup de gens qui ont commencé à dire, mais faut être chauvin, faut supporter la France, le PSG, même si vous n'êtes pas supporter, tout le côté un peu chauvin et tout. On peut se dire, mais pourquoi là, il fait pas aussi la même chose. Pourquoi en ce moment on se dit, c'est le joueur français, c'est un joueur français, pourquoi il n'est pas que chauvin. On peut se dire ça. En même temps, on peut se dire aussi, et c'est ça le problème aussi avec le Ballon d'Or, alors moi je le répète, je trouve ça ridicule les récompenses individuelles dans le foot, mais bon. C'est que quand il y a une histoire de Ballon d'Or, chaque année, on oblige des gens à se positionner. Peut-être que Deschamps n'a pas envie de se positionner aussi, et c'est son droit. Pourquoi aujourd'hui un coach, un mec doit se positionner? Oui, je veux que ce soit Lewandowski, je veux que ça Rafinha. Ouais, mais au bout d'un moment, si t'as pas envie de te positionner, c'est comme pour tous les sujets. Des fois, t'as pas envie de te positionner sur les sujets, t'as pas envie, c'est ton droit. Dans ce cas-là, il faut être cohérent jusqu'au bout alors. Voilà. Exactement, voilà. C'est là où il faut être cohérent jusqu'au bout, effectivement. Mais peut-être que là, il n'a pas envie de le faire. Là, je dis voilà, peut-être. Mais effectivement, moi, je pense que c'est par rapport à la considération qu'il a de Dembélé en fait. C'est pas anodin. Dembélé en équipe de France, il a souvent été décevant, mais à contrario, Deschamps lui a quand même donné sa confiance. Il a souvent été appelé alors que des fois au Barça, ça allait pas trop. C'est truc, mais les 2 dernières années de Dembélé en équipe de France, elles sont pas mal. Non, il fait un Euro qui est correct. Je pense pas que ce soit ça. Même contre la Croatie, il fait un bon match aussi. Oui, récent. Qui a fait un bon match aussi. Moi, je pense qu'il a vraiment pas envie de se positionner, de choisir l'un des deux, parce que moi j'avais pas vu les déclarations, mais vous m'avez dit effectivement, Manu Koné et Cherki qu'on parlait. On sent que personne n'a envie de se positionner entre eux, choisir l'un ou l'autre. Non, mais c'est vrai aussi. Il y a que Rabiot que c'est sélectionné. Là, c'est des joueurs qui sont nouveaux, qui ont encore besoin de la confiance de Deschamps. Ils sentent. Oui, c'est vrai. Non, mais ça c'est vrai. Parce qu'ils sentent que il y a peut-être un sujet. Ils ont pas trop envie de se. Mais prenons l'inverse. Imaginons Deschamps dit ouais, moi je suis pour un Dembélé Ballon d'Or. Qu'est-ce qui se passe derrière? Comment lui derrière il explique ça à son joueur Mbappé lui dit mais comment Mbappé, il est assez mature pour comprendre que qu'il n'a pas fait une saison incroyable collectivement, que Dembélé a gagné la Ligue des Champions, qui est meilleur joueur de la Ligue des Champions. Pour moi, il fait rien de grave en disant ça. Mais c'est ça aussi, sachant qu'il sait que Mbappé est aussi. Alors c'est pas comme si Mbappé n'était pas un des prétendants. On peut dire qu'il peut être prétendant. Pour moi, pas au même titre, mais voilà, il rentre. Il semble apparemment dans les prétendants, donc je pense qu'il n'a pas voulu se mouiller entre les deux, il n'a pas voulu froisser l'un des deux. Mais je pense que celui qui peut être le plus froissé pour moi. Tu penses qu'il y a quand même une concurrence entre les deux? Vu la saison. Moi, vu la saison, non. Mais il semble que, en tout cas, Mbappé aurait potentiellement chance, étant donné que les ballons. Et parce que la Coupe du Monde des clubs n'est pas finie. Parce que s'il gagne la Coupe du Monde des clubs et qu'il est soulier d'or, c'est plus la même histoire. En plus, ils s'entendent super bien, donc je vois pas trop. Oui, mais c'est plus la même histoire. Ça veut dire qu'il faudrait que Mbappé fasse la Coupe du Monde du club. Il faudrait qu'Mbappé fasse une déclaration ou alors réponde à un journaliste en disant. De toute façon, il va être en conférence de presse demain. Ouais. Donc demain, la question lui sera posée sur la Ligue des Champions, forcément. Le PSG, il va y passer. Et je pense qu'il aura aussi cette question du Ballon d'Or aussi. Non. Donc, il va... Oh, si. Je pense bien sûr. Bien sûr que si. Bien sûr qu'ils vont lui poser. Non, par rapport à Dembélé. Oui, ils vont lui poser. Bien sûr qu'ils vont lui poser. T'es journaliste, c'est ton taf. Bah oui, c'est son travail. Il nous fait comme pose ça. Il nous fait non. Oui, mais c'est son journaliste. C'est une faute professionnelle s'il pose pas la question. Il y a aussi des consignes qui sont données aux journalistes.
Ouais, mais Oui, ça c'est vrai. C'est Mais... le gars ça qui existe, c'est des questions qui devraient être posées qui sont pas posées. mais cette question, elle doit être posée. Et elle va être posée. Et pour moi, ce qui s'est passé au trophée UNFP, la petite pique blague, là. la Ouais, petite pique c'était pas une blague. Hein. C'était pas une blague. Laquelle, quand il vient en chaise roulante là, quand il a dit ça? Non, il a par rapport à son poste. dit Deschamps, il me fait jouer, il continue à me faire jouer à droite. Ah oui, Tu vois moi j'ai pris ça plus un peu à la rigolade et tout. Ouais, Mais non. peut-être Un derrière... footballeur, quand il dit ça, c'est jamais anodin. Apparemment, il l'aurait mal pris en off Deschamps. Ouais, en net, écoute, c'est ce qui est bon, sorti après, sur RMC tout à l'heure. Ouais. Faut voir. Parce que effectivement, va se reposer la question. Et effectivement, on parlait des statuts. C'est vrai que maintenant, Dembélé qui performe dans l'axe peut peut-être dire moi je veux jouer dans l'axe. Effectivement, que de remettre Mbappé sur un côté, mais par contre, c'est que ça va être une c'est vrai, ça, catastrophe comment si tu les remets faire Mbappé jouer sur un parce côté. que, Ah bah oui, parce qu'on que risque de fera pas le retomber taf. avec le même problème qu'il y aurait en fait entre Vinicius et Mbappé et là entre Dembélé et Mbappé. Parce qu'en fait, on a deux joueurs de côté et l'un des deux doit jouer neuf. Mais du coup, Il y en a qui veut, en tout cas, plus ou moins prendre le poste, ou qui peut, en tout cas, accepter la fiche de poste. Ouais, et l'autre, s'il va sur le côté, il accepte pas la fiche de poste. Mais le souci, c'est que Dembélé, il jouait neuf avec un vrai chef d'orchestre. Donc là, voilà, est-ce qu'il va jouer neuf avec je sais pas. Mais en tout cas, avec le DJ du coin? C'est sorte de ballon d'or. Moi, préparé, j'entends Lamine Yamal. Moi, je trouve, franchement, on en fait trop pour cette année. Enfin, moi, ça m'intéresse pas plus que ça, mais moi en tout cas je serais quand même content s'il n'a pas le ballon d'or cette année. Je trouve que c'est trop, on en fait beaucoup trop cette année. Il a des stats mais qui sont pas meilleures que celles d'un Olysée par exemple. C'est vrai qu'Olysée on n'en parle pas alors que Olysée statistiquement c'est supérieur qu'un... Olysée je trouve c'est un très bon joueur de foot. Ah oui. Et il a fait une saison au Bayern plus qu'honorable, champion. Bon, il perd en quart de finale de Ligue des Champions, mais contre l'Inter, là Yamal aussi. Bon, après Yamal, c'est vrai que chaque but ballon d'or. Non mais Yamal aussi à son âge, il y a le fait qu'il soit très jeune, il y a le fait aussi extraordinaire avec le ballon. Dans les, je suis d'accord. Il a quelque chose quoi. On peut pas, tu vois, on peut pas rester insensible non plus. Mais c'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt cette année. On peut pas chaque but qu'il met, ballon d'or. Non. C'est pas chaque but. C'est un virtuose avec le ballon. C'est magique. Mais en même temps, si on prend les fameux critères, c'est pas un mec qui fait un tout droit quoi. Non mais c'est ce qu'on a dit. Mais si tu prends les critères, tu vois le contrôle, les passes. Moi je pense que c'est juste un peu tôt quoi. C'est un peu tôt. Non mais je pense que, et ça c'est pas de sa faute, ils sont tombés le Barça cette année contre un Real qui est un peu trop faible pour pouvoir avoir des confrontations intéressantes. Contre un Inter qui était pour pouvoir avoir des confrontations intéressantes parce que finalement quand tu joues leur seule vraie confrontation hors Liga c'était l'Inter de très haut niveau je parle. Ils ont que l'Inter Finalement, il n'y a que l'Inter. Et le Bayern, ils ont eu le Bayern en phase de ligue. Ils ont eu le Bayern en phase de ligue où ils ont gagné 4-1. Ils font la coupe du Roi. Ouais. Liga. Super coupe. Et Super coupe. Et l'Euro ne compte plus du coup? Non, l'Euro c'était l'année dernière. Et potentiellement pour la Yamal, alors ça pourrait ramener du poids, c'est la Ligue des Nations. Alors ça, la Ligue des Nations et la Coupe du Monde. Non, le Barça ne la fait pas. Il n'y a pas le Barça. Non, il n'y a pas le Barça. C'est incroyable. Donc lui, il pourrait pas. Par contre, effectivement, Mbappé qui gagne la Coupe du Monde des clubs, oui, ça va te redistribuer les cartes. Ça redistribue les cartes par rapport à un Dembélé. Donc c'est vrai que politiquement parlant, là, une affaire politique, je comprends la sortie de Deschamps. Elle est maladroite. Je pense qu'il aurait dû dire tout simplement ce sont mes deux joueurs. Je suis content pour mes deux joueurs. Moi, c'est le fait qu'il cite d'autres. Mais oui. Voilà, c'est ça qui me fait plus un tiquer. Un petit peu évasif, oui, mais pourquoi pas si ça c'est maladroit. Je trouve qu'il aurait dû dire voilà, moi je me prononce pas, c'est mes deux joueurs, je serais content si les deux gagnent ou l'un des deux, tranquille. Il est parti jusqu'à Lewandowski quoi. Ouais. Bon, on va arrêter cette émission. C'était hyper sympa. Alors, j'ai dit qu'on allait faire 1 heure. On a fait 1h30. Comme voilà, on blablate. C'est Isma avec la pizza. Exactement. C'est Isma. Il a perdu. On a perdu du temps sur cette histoire de pizza. Isma va se restaurer. Merci de nous avoir suivis. On est dispo en podcast, LBSFM, Spotify, Deezer. On est également sur YouTube, LBSFM. Et on est sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, le Bisport. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. Et puis, n'hésitez pas à continuer à suivre l'actualité d'LBSFM côté associatif sur nos réseaux sociaux. On vous souhaite une excellente journée. Salut à tous. Salut, ciao, bonne soirée. Ciao.